Bonjour à toutes et tous, salut Sergio, salut KR, salut Tilus, salut Kyle, salut Igloo aussi. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de thème et 2 fois 2 invités sur Twitch et TikTok pour décrypter l'actu, pour mettre dans la raison, dans les passions. 2 heures en tout cas où vous posez toutes les questions que vous voulez. Et moi je les passe aux invités, des questions que vous posez dans le chat, que vous signalez par un point d'interrogation à la fin, par exemple, pour signaler une question. La seule règle, c'est la courtoisie, la bienveillance. Vous avez le droit de râler, mais de râler avec le sourire. Au programme de ces 2 heures, Sébastien Lecornu, qui échappe cet après-midi de justesse à la censure, le Parti socialiste lui laissant sa chance contre la promesse de suspendre la réforme des retraites, avec donc à l'Assemblée, enfin, dès la semaine prochaine, les débats budgétaires qui vont désormais pouvoir commencer, même si rien n'est joué, ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on s'invitera dans les matins qui ne rient pas toujours et de moins en moins des usagers du chemsex. Le chemsex, c'est prendre des drogues en ayant des rapports sexuels, grosso modo, une pratique marginale, autrefois circonscrite à une toute petite partie des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui a pris de l'ampleur et qui touche désormais un public beaucoup plus large, avec en chemin de la déperdition dans les bonnes pratiques de réduction des risques, des hospitalisations, des comas, et chaque semaine des pompiers qui emmènent des corps partout en France. Ça ne fait pas la une des quotidiens, c'est dramatique mais c'est silencieux. Et du côté des associations, on appelle à une vraie réponse des pouvoirs publics face à ce qui pourrait devenir une bombe sanitaire. Ce sera jusqu'à 19h, il est 17h08. Passé de 20 secondes, on file à l'Assemblée nationale. On y file souvent à l'Assemblée nationale en ce moment. L'Assemblée nationale où au total 271 députés ont voté pour la censure, c'est-à-dire pas assez pour atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. LFI, les communistes, les écologistes et l'extrême droite avaient annoncé leur volonté de censurer le gouvernement. Les Républicains et surtout le Parti socialiste faisant le choix inverse. Sébastien Lecornu peut souffler, mais la pente à venir s'annonce à tout le moins difficile. Bonjour Émilie Zapalski. Bonjour Ludo. Salut Émilie, t'es éditorialiste politique, communicante de crise, présidente d'Emily Conseil. Et à tes côtés, Virginie Leguet. Salut Virginie. Bonjour. T'es éditorialiste politique chez France Info Télé. Si nous nous quittions avec Sébastien Lecornu l'une comme l'autre, et nous revoilà avec Sébastien Lecornu, et on nous revoilà avec à peu près le même, il me semble. Le même Premier ministre, oui. Après, avec un deal un petit peu différent, ce qui lui a permis aujourd'hui de sauver sa peau. On sent bien qu'on est en train de se dire pour combien de temps. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y a un petit moment de pause et c'est pas mal comme ça, je pense. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal qu'on arrive à un peu stabiliser et commencer à tirer des lignes qui seront peut-être pas très longues, mais de perspective pour notamment ce budget. Parce que c'est vrai que globalement, cette espèce de spirale infernale dans laquelle on est entré et qui s'est accélérée là à la rentrée, on est entré là-dedans depuis 2024. Et là, c'est vrai que ça s'est accéléré avec ce Lecornu 1, avec tout ce qui tombe. Là, Lecornu 2, on avait envie un petit peu de se poser et de pouvoir penser à autre chose que de voir le gouvernement tomber et les ministres changer. Voilà, il y a quand même, il faut le dire, plein de sujets qui sont sur la table en France et qui peinent à avancer parce que quand il n'y a que des ministres démissionnaires, c'est compliqué, ils ne peuvent pas prendre de décision. Il y a des projets de loi dans les cartons qui ne peuvent pas trouver un agenda tant que le budget n'est pas décidé. Donc voilà, c'est un petit point de départ qui sera peut-être pas très long, mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut se satisfaire de peu, revoir ses ambitions un peu à la baisse, et c'est déjà pas mal comme ça. Je pense pas que Virginie Leguet va être d'accord avec toi. J'ai parlé un peu avec elle dans l'ascenseur en arrivant. C'est-à-dire elle était catastrophée. À force de revoir ses ambitions à la baisse chaque jour, finalement, il n'y a plus d'ambition du tout. Et moi, j'avoue que je suis quand même consternée de voir cette classe politique se comporter comme elle se comporte. Je suis consternée de voir que les macronistes, avec l'autorisation, pour ne peut-être pas dire même l'impulsion d'Emmanuel Macron, renoncent à ce qui a été la seule grande réforme structurelle de ces 2 quinquennats jusqu'à aujourd'hui. Je suis consternée de voir que finalement Emmanuel Macron le fait non pas parce qu'il estime qu'il faut absolument arrimer les socialistes, ou alors s'il l'estime, il l'estime parce qu'il veut absolument éviter pour lui-même et pour ses troupes la dissolution, ce qui est une très mauvaise raison. Lâcher quelque chose dont il a répété pendant des années, avant même son adoption, que c'était une réforme capitale, qu'il fallait absolument la prendre, qu'il ne le faisait pas de gaieté de cœur, mais qu'il le ferait parce que c'était son devoir, pour finalement lâcher, parce que je ne sais pas qui aura le courage de reprendre cette réforme après 2027, je ne sais même pas qui arrivera au pouvoir après 2027, mais là, je trouve que c'est une première trahison totale vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est l'engagement politique. Là, il y a
un tête-à-queue qui, moi, me laisse sans voix. Autre tête-à-queue du Parti socialiste qui, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire surtout éviter la dissolution qui pourrait le mettre partiellement au tapis, fait semblant d'accepter un deal dont il ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça va devenir, parce que je rappelle que cette suspension de la réforme des retraites devrait prendre la forme d'un amendement qui serait inclus dans le projet de loi de la sécurité sociale. On n'en C'est est pas pas gagné. encore là, on Ouais. en est pour l'instant au projet de loi de l'État, qui va d'abord commencer par les recettes. On va voir tout de suite des visions extrêmement différentes, pour ne prendre que celle de la droite et de la gauche, s'affronter. Et je ne sais pas ce qui va sortir de cette discussion budgétaire, ni même si on arrivera au bout, mais je ne vois pas comment on va arriver à un consensus. Je ne le comprends pas, je ne le vois pas, je ne l'imagine même pas. On va reprendre des discussions chaotiques comme à quoi on a droit depuis des mois. Certes, Sébastien Lecornu, que par ailleurs je trouve plutôt sympathique. Ses interventions elles se tiennent. Il a l'air d'un garçon qui se tient à peu près debout. Sébastien Lecornu a agi probablement sur ordre d'Emmanuel Macron quand il dit je réclamais une feuille blanche. Je pense que sa feuille blanche, elle est déjà très 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 griffonnée par le président de la République, mais il l'a fait parce qu'il est en mission, il le dit. Il va se retrouver je ne sais pas quelle est sa marge de manœuvre dans cette discussion budgétaire. Je ne sais pas comment il va pouvoir arriver à contenir un budget qui, à mon avis, va prendre une forme, je ne sais pas, de Frankenstein. Et moi personnellement, j'admire la patience et la résilience des Français qui supportent tout ça depuis le début de ce deuxième quinquennat qui est alors vraiment raté sur raté, mauvaise décision sur mauvaise décision, contresens sur contresens. Là, Emmanuel Macron a montré l'étendue de ce qu'il est capable de faire quand il est un peu pris à revers. C'est-à-dire que depuis qu'il a eu cette première majorité relative, on sent qu'il s'est dit « Ah zut, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses ». Du coup, depuis, il n'imagine plus rien. Il prend tout le temps des mauvaises décisions et c'est vraiment terrible à voir. Moi, je trouve ça terrible à voir. Émilie? Mais j'ai pas tout à fait le même avis. Alors, c'est vrai il y a de C'est toute bien de vous façon... avoir à deux. Il y a de toute façon un calcul, évidemment, d'Emmanuel Macron qui veut essayer de sauver sa peau. Et globalement, faire tenir le cornu, c'est faire tenir aussi Emmanuel Macron avec quand même, on entendait juste avant, même Édouard Philippe demander sa démission et des élections présidentielles juste après le budget. Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas nouveau et la destitution, c'est quelque chose qui rabâche régulièrement. Mais voilà, globalement, évidemment qu'il y a un calcul de la part d'Emmanuel Macron. Mais cette réforme, quand même, tu parles de démocratie et tout ça, c'est quand même une réforme qui est en majorité repoussée par les Français depuis toujours, qui a été imposée du 49-3 par Elisabeth Borne dans les larmes et le sang. Donc, quelque part, c'est un juste retour des choses imposé par le PS, évidemment, pour éviter la censure, qu'on revienne sur cette réforme. Mais ce que je trouve intéressant, si on enlève ce côté un petit peu calculateur d'Emmanuel Macron, c'est que ça pose quand même une question de modèle de société. Derrière tout ça, on dit qu'est-ce qu'on veut pour, par exemple, les retraites. Est-ce qu'on est toujours OK sur ce principe qu'on a depuis toujours? Ou est-ce que ça marche plus? Si ça marche plus, et si on veut le garder, comment on fait? C'est ça qui est en question. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi. On ne sait pas ce qui va se passer parce que l'amendement sur le budget de loi de la sécurité sociale, ça va être compliqué de le faire passer. Donc on se dit est-ce que c'est une entourloupe ou pas? Ce que crie énormément la France insoumise pour ridiculiser le Parti socialiste en disant qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Moi, je trouverais ça quand même bizarre que ça soit vraiment une entourloupe pour durer 3 mois de plus. Ça me paraît pas très crédible, même si c'est politiquement entendable. Je crois pas, quoi. Par contre, que ça soit difficile, et j'entendais à l'instant des constitutionnalistes qui disent « Moi, je comprends pas parce que suspension, ça n'existe pas. Abrogation, on connaît, mais suspension, ça n'existe pas, donc il va falloir trouver. » Mais je pense que si on cherche bien, on trouvera. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça remet sur le tapis des sujets de fond, finalement, qui vont pas encore être abordés, mais qui, quelque part, ont commencé à être abordés dans la sphère médiatique, publique. On a parlé de la taxer les plus riches. On a parlé des retraites. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce modèle social qu'on a bâti en France et pour lequel on est très différent des autres pays européens?
si on veut le garder, il va falloir faire des choix. Mais c'est un peu ça aussi, je trouve, qu'impose cette situation rocambolesque sur le plan politique. Moi, je suis contente qu'on reprenne un peu de souffle et qu'on mette un peu la pédale douce pour attendre le budget, voir ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi, Virginie, c'est un peu déstabilisant de voir cette classe politique qui prépare les coups entre eux, contre eux, et pas tellement pour l'intérêt général. Mais je trouve que quand même, au milieu de tout ce chaos, il y a ces sujets qui sont discutés. Et j'ai l'impression vraiment, peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment touché le fond justement de toute cette bataille politique, mais je trouve que c'est comme si ça présageait de discussions, même pour 2027, qui tourneront autour de ça. Qu'est-ce qu'on veut pour la société? Est-ce qu'on veut continuer avec cette politique libérale qu'Emmanuel Macron a lancée? Ou est-ce qu'on retourne à quelque chose d'un peu plus de répartition équitable des richesses et de la valeur de ce qu'on produit? C'est tout ça, moi, je crois, qui est en jeu. Et je trouve que c'est pas négatif. Moi, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'avait pas parlé de tout ça. Il y a Toukoum dans le chat qui pose une question. Il dit salut Toukoum. Il dit on a LFI, on a le Parti Socialiste, donc le PS qui n'a pas voté la censure. Motion de censure à l'initiative de LFI. Donc, les députés PS n'auraient-ils pas peur de la dissolution et de perdre leur siège? Est-ce que c'était stratégique de la part des socialistes? C'est une évidence. Mais si, ils ont peur. Ils ont de moins en moins peur. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce divorce qu'ils ont amorcé avec la France insoumise leur était quand même plutôt, leur allait bien. Évidemment que c'est une espèce de moment de crainte où ils vont être là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a les élections municipales qui vont arriver et probablement il y aura des accords ici ou là, localement. Mais je pense que ce divorce, oui, ils en ont peur, que probablement c'était pas encore le moment là pour être en forme pour une dissolution, mais que ce moment, il va peut-être revenir parce qu'ils sont en train de construire quelque chose et ils sont en train de se rendre compte que c'est valable. Attendez, qui aurait pu imaginer que le Parti socialiste pourrait négocier avec un Premier ministre et obtenir des choses comme ça? Même si c'est pas durable, faut leur reconnaître que quand même, voilà, même si c'est de l'entourloupe et que c'est pas durable, je trouve que c'est quand même, à reconnaître. Et ça a remis le PS au centre du jeu à tel point que c'était eux qui jouaient l'arbitre pour cette fameuse censure. C'était qui les arbitres avant? C'était le Rassemblement national. Donc quand même si le Rassemblement national a dit que c'était censure d'office, donc ils se sont mis en dehors de ça et c'est leur com et c'est leur stratégie, mais quand même il faut voir que ça a évolué, que le PS se remet au centre du jeu. Et à côté de ça, LR, par contre, les Républicains, eux, sont un petit peu ridiculisés sur toute cette séquence. Et on en reviendra, ce sera avec plaisir. Sur le PS, Virginie. Faut voir ce qu'est devenu le PS. Je crois qu'ils ont aujourd'hui 69 députés, je rappelle, sur 577, c'est-à-dire... Voilà, c'est une petite formation qui est devenue microscopique. Quand on se souvient de ce qu'était le Parti socialiste hier et parfois même des très grands élus que le Parti socialiste a fournis tout au long des années où il a été très puissant en France, quand on se souvient de ce qu'a été la droite hier, pareil, et de ce que cette alternance qui a fait que c'était un coup la droite, un coup la gauche, alors peut-être pas avec cette régularité-là, qui se sont succédés au pouvoir jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Quand on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, moi, je ne crois pas du tout qu'ils reviendront au centre du jeu. Je crois que le centre du jeu, malheureusement, et là, vraiment, ça fait aussi partie de ce que je crains le plus, le centre du jeu, il va aller à l'extrême droite. C'est ça qui va se passer. Et le PS va se faire balayer, la droite va se faire balayer, surtout qu'effectivement, et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, la droite, c'est totalement ridiculisé depuis 15 jours. Et Bruno Retailleau, qui était la nouvelle idole de LR depuis qu'il était rentré au gouvernement et qu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il est devenu président de LR, aujourd'hui ne pèse, à mon avis, plus grand-chose. D'ailleurs, on voit bien que quand il avait dit non, il ne faut pas participer au gouvernement, je demande à mes troupes de ne pas y aller, il y en a eu plus cette fois-ci que lors du précédent gouvernement qui n'a duré que 14 heures. Donc, il n'y a rien qui tient debout dans cette séquence. Et moi, je suis beaucoup moins optimiste qu'Émilie. Je pense qu'on va aller à des éternelles scènes un spectacle qui n'en finira pas de se déliter sous nos yeux, et ça ne fera que conforter dans l'image des gens que décidément cette classe politique telle qu'elle est, telle qu'ils la voient agir depuis maintenant, si je suis gentille, 2022,
ne pense qu'à sauver ses miches, ne pense qu'à se protéger elle-même et ne pense pas du tout à l'intérêt des Français. Un dernier mot sur la réforme des retraites. Les retraites en France, tout le monde y est allé de sa réforme jusqu'à Emmanuel Macron, que ça soit la gauche ou la droite, ils ont tous fait des réformes. François Hollande, pour ne parler que de lui, parce que c'était lui qui était au pouvoir juste avant Emmanuel Macron, il avait fait la réforme Touraine. Nicolas Sarkozy a fait sa réforme. Enfin bon, ils ont tous fait leurs réformes. Réformes d'ailleurs qui n'ont pas été remises en question par ceux qui leur succédaient quand c'était une alternance. Donc elles ont toutes été votées dans la douleur, elles ont toutes été plus ou moins bien acceptées, surtout quand il s'agissait de repousser l'âge de départ à la retraite, mais elles n'ont plus été remises en question. Mais pourquoi ? Parce que si on veut protéger ce système, qui est un système, dans le fond, de très grande redistribution, il y a de moins en moins d'actifs, il y a de plus en plus de retraités, il va y en avoir de plus en plus, parce que les gens vieillissent longtemps, donc on sera retraité de plus en plus longtemps, et ça va devenir tout simplement un système qui ne se financera plus. Donc, si c'est ça qu'on veut, c'est exactement vers ce quoi on se dirige. Mais ça, par contre, c'est un vrai débat qu'on n'a pas du tout abordé. Qu'est-ce qu'on veut comme système de retraite ? Est-ce qu'on veut tuer le système actuel et est-ce qu'on veut le remplacer par autre chose ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, avait imaginé une réforme à points. Il a tellement compliqué le débat que, heureusement, le Covid est arrivé et qu'il a tout abandonné, mais le chantier est devenu totalement ingérable. Donc, oui, on pourrait imaginer autre chose, mais ce que je vois, c'est que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, qu'on n'a qu'un seul système qui est en très grande fragilité et qu'on continue à le fragiliser et qu'on est le seul pays d'Europe à partir si tôt, à travailler si peu longtemps. On est à rebours de tout ce que font les autres grands pays d'Europe. Et pour moi, ça aussi, c'est une vraie interrogation. Oui, mais c'est pas vrai. Moi, ça m'énerve quand on se compare à des pays européens en oubliant, en omettant ce qui est important à dire. Quand on se compare à l'Allemagne, par exemple, qui en est à, je crois, 67 ans, départ à la retraite. Les gens, la plupart du temps, en moyenne, ils partent à 64 ans. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Ils partent à 64 ans avec pas tout ce qu'ils devraient avoir, évidemment, quand ils partent à 67 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les plus anciens sont hyper pauvres, sont dans une situation qui est souvent catastrophique parce qu'ils ont plus ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Et qu'en plus, ils n'ont pas les protections qu'on a, nous, pour les seniors, pour les gens qui se font virer et qui sont un peu à quelques années de la retraite, et que nous, dans notre système social, qui est en effet très généreux, on les aide. Moi, je suis désolée, je n'ai pas envie d'être dans la même situation que ces pays qui se retrouvent avec des plus anciens, qui sont pauvres, qui ne peuvent pas se faire soigner. Je suis désolée, ce n'est pas ma conception. Et je trouve on en est très loin, hein, on n'en est pas oui, du mais tout là. En Allemagne, en tout cas, c'est le cas. Donc, se comparer avec des choses, ok, mais se comparer complètement. Je dis simplement qu'on est le pays d'Europe qui partira le plus tôt à la retraite. Ce qui se passe actuellement, surtout si ça s'arrête à 62 ans et 9 mois, ce qui va être le cas si cet amendement arrive au bout. Tu as parlé tout à l'heure de la réforme Marisol Touraine. Elle faisait faire les choses en bonne due forme, très calmement, sur des annuités, sans bloquer sur l'âge. Et petit à petit, on avançait avec les annuités et tout allait bien. Qu'est-ce qui est en moyenne aujourd'hui ? Quand est-ce qu'on part à la retraite ? À quel âge ? À 64 ans en France. À 63 ans, je crois, et 7-8 mois. Ce qui était l'âge où cette réforme devait arriver. Oui, mais est-ce que c'était indispensable de bloquer à un âge qui est très injuste pour des gens qui auraient démarré très tôt ? Non, les carrières longues. Les carrières longues, au début, je les veut pas du tout intégrer. Excuse-moi, mais faire le débat sur la réforme des retraites qui a clivé donc la société. Mon plateau. Ce que je veux dire, c'est que il y a évidemment que c'est une question, et je le disais à l'instant, de choix. Est-ce qu'on a envie de continuer à supporter dans le sens soutenir ce système Est-ce qu'on doit passer à d'autres systèmes ? Gabriel Attal, il y a 2 jours, a reparlé de la réforme de la retraite à points. Pourquoi pas ? Il y en a qui parlent de la capitalisation. Est-ce qu'on peut faire un petit bout où je mets de côté pour ma retraite et un petit bout où c'est l'État qui m'aide ? Il y a plein de possibilités. Sauf que cette retraite, elle a été imposée à la hache avec le 49.3 et sur un âge qui était complètement bidon parce que la réforme Touraine nous y amenait et qu'en plus, on y est déjà dans les faits. Donc, non, voilà, on n'est pas à 64 ans, là. Mais bien sûr, en moyenne, les Français partent à 64 ans. Oui, mais aujourd'hui, l'âge de la retraite officielle... Donc, ce qui veut mais dire que les gens... Ce qui veut dire que les gens travaillent spontanément au-delà de l'âge légal. Ce qui veut dire que repousser officiellement l'âge légal de 62 à 64 ans, c'était même pas la peine. On est en parfaite concordance avec ce que font réellement les gens dans la vraie vie. Oui, mais c'était même pas la peine d'imposer
imposer ce côté violent, parce que la réforme Touraine nous y a amené, peut-être un petit peu plus tard, mais elle nous y a amené. Donc c'était complètement idiot d'amener ça, et en plus de devoir reculer avec en effet le ridicule. Parce que même si Macron, c'est en effet une façon de ne pas avoir sa tête sur le billard, mais globalement, ça fait ridicule. C'est à peu près la seule réforme, vous vous rendez compte? Dans les doubles quinquennats, qu'est-ce qu'il aura? Qu'est-ce qu'on va retenir d'Emmanuel Macron? Une réforme qui a été imposée comme ça, si violemment, et qu'il va retirer. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir les coups, on va retenir quelques trucs un peu à l'international. Alors, Kyle ne pense pas comme toi. Il dit le PS n'a rien gagné du tout. Ils se sont condamnés à voter un budget qui trahit les valeurs de la gauche pour obtenir une miette sur les retraites. Ce sont les macronistes qui ont les mains libres aujourd'hui. Les macronistes, il va ça, falloir voir combien on les compte, justement, en parlant de doigts et de mains, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. On est en train d'assister à la fin du macronisme, plutôt, je pense. Par contre, la tête de pont, Jupiter, reste vaillant et continue avec ses tactiques à rester au pouvoir, alors que tout porterait à croire qu'il doit partir. Donc après que le PS se fasse rouler dans la farine ou quoi, peut-être que ça va mal finir, peut-être que le budget est très mal embarqué, ils vont lutter pour, par exemple, réimposer la taxe Zuckman par amendement. Bon, la taxe Zuckman, c'est sûrement pas le bon moyen de taxer les riches ou quoi. Peut-être, mais en tout cas, ils auront... Le Bloc central n'en veut pas, le RN n'en veut pas, il y a des chances que ça aboutisse, c'est peut-être mal foutu, cette taxe Zuckman en elle-même, mais je suis désolée, il y a encore 2 ans, il y avait un amendement MoDem qui voulait taxer les plus riches, qui avait été retoqué. Il y a beaucoup de symboles aussi. Mais oui, il y a cette idée, l'ISF, elle est toujours là, le retrait. Donc enfin, elle a été supprimée. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même le PS... beaucoup de symboles utilisés contre la taxe Zuckman. Oui. Je trouve. Oui. Le PS, il a quand même mis un petit pied dans la porte. Il a contrarié un peu les ambitions d'Emmanuel Macron sur le plan politique et économique. C'est génial, Virginie n'est pas d'accord. Super. Si, en tout cas, aujourd'hui, oui. Après, je suis pas d'accord. Après, dans les faits, comment ça va être traduit et comment ça va se traduire, on va voir. Mais... Moi, je voudrais quand même dire un mot sur le débat budgétaire. Je rappelle que le débat budgétaire, il doit se tenir en 70 jours, Assemblée nationale et Sénat. Et que si un accord n'est pas trouvé au terme de ces 70 jours, il peut procéder par ordonnance. Qui dit qu'on va arriver à un accord dans les 70 jours? Et qui dit que si alors là, je vais... 2 minutes, faire un tout petit peu de technique. S'il a dit qu'il ne faisait pas de 49.3, on peut douter qu'il utilise des ordonnances. Et il a renoncé au 49.3. Mais qui dit que si il y a une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 6 députés, 6 sénateurs, qui doivent finalement essayer de trouver je termine. Qui doivent, si possible, trouver un accord entre eux. Au Sénat, la droite est majoritaire. Donc, à l'intérieur de la commission mixte paritaire, la droite sera majoritaire. Donc, je ne sais pas du tout si c'est les macronistes qui tiennent la roue. Mais en tout cas, ce qui tient la roue, c'est la façon dont le débat est organisé et qui, effectivement, laisse quand même la main, in fine, à l'exécutif. Mais moi... En dehors de ça, on verra comment ça va se passer. Je pense que ça va très mal se passer. Je pense que ce budget ne fera pas du tout les économies ni prévues, ni espérées, ni annoncées. Donc on aura un très mauvais budget. Celui de l'année dernière était déjà un mauvais budget. On aura de nouveau un mauvais fonctionnement de nos différentes services, l'hôpital, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui et tout ce que les Français voient aujourd'hui qui ne fonctionne pas bien. On n'aura toujours pas les moyens de bien les faire fonctionner. Donc les Français vont continuer à avancer à marche forcée vers 2027. Et en 2027, ils diront « Ok, c'est bon, on a donné. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que finalement les vraies questions ne sont pas abordées. Ça fait 10 ans, et en tout cas... Peut-être pas le premier quinquennat pour ceux qui ont voté Macron au début, mais le deuxième quinquennat, franchement, a été d'une pauvreté de réformes, d'idées, de propositions qui proviennent probablement de la dissolution et du fait que c'était une dissolution folle et totalement à contre-courant et que rien de bon ne peut découdre d'une décision pareille. Mais moi, je le crains et je le redis ici aujourd'hui. Les grands gagnants de cette séquence qui n'en finira pas de finir jusqu'en 2027, ça sera le Rassemblement national. Et bien, si c'est ça qu'on veut, on y va en courant. Professeur Ouanabi, philosophe, pour moi, le projet de société aurait dû s'axer plutôt sur les conditions de travail au lieu d'évincer le sujet, car au final, le travail, dans l'absolu, c'est être utile aux autres. Et on peut être heureux d'être utile aux autres si on travaille dans de bonnes conditions, sans souffrance. Pour moi, le projet de société qu'on devrait se donner, c'est créer les conditions pour être heureux au travail. Tu as tout à fait raison. Et puis, il y a un problème aussi de salaire et qu'on essaie d'éluder, même si, évidemment, l'État n'a pas la main sur
la gestion des salaires dans les entreprises, mais il y a cette question-là, et je suis tout à fait d'accord. Et c'est le lien avec les jeunes qui ont pour l'instant un rapport de force plutôt gagnant, et on ne travaille pas du tout là-dessus. Et on aurait pu attendre Emmanuel Macron sur ce sujet-là, parce qu'il se disait plutôt moderne, Startup Nation et tout ça, mais pas du tout. Mais d'ailleurs, si on se souvient de l'espoir suscité par Emmanuel Macron en 2017, quand il a fait sa campagne, de tous ces jeunes et moins jeunes qui se sont dit: ah ben Mm. oui, avec lui, ça va changer, il va faire de la politique autrement, ce qu'il s'était engagé à faire. Ben finalement, la politique autrement, ça reste au bout de 10, enfin, on n'est pas encore aux 10 ans, mais on en est déjà à 8 ans et demi. Ça va devenir une France morcelée, des institutions extrêmement malmenées et Mm. abîmées, et un président de la République qui termine, s'il termine, en 2027 sur les genoux. Autrement dit, il a transformé l'or en plomb, l'espoir en désillusion, pour ne pas dire amertume. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Moi, je trouve ça terrible parce qu'il y a une déconnexion des Français qui sont extrêmement désabusés aujourd'hui quand ils entendent ce qui se passe, quand ils doivent le commenter. Il suffit d'aller dans un café, il suffit d'aller... L'autre jour, j'étais dans le métro, les gens en parlaient entre eux. Ben, la façon dont ils en parlaient, c'était franchement inquiétant. C'était même plus de la colère. C'était tout ça, ça ne me concerne plus. Tout ça se fait sans moi. Tout ça se fait. Et ben moi, j'attends mon moment. Alors, je ne sais pas quel est leur moment. C'est le prochain moment où ils vont aller voter. Mais je trouve que c'est glaçant de voir cette cassure entre une grande partie des Français et cette classe politique qui ne tourne que sur elle-même. Il suffit d'aller sur Twitch, dit Pete63. Émilie, tu voulais intervenir, pardon. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant cette question-là qui était posée sur les conditions de travail et sur tout ça. Parce qu'en fait, là, on est obnubilé depuis la dissolution sur le budget. Donc en fait, on ne parle que du budget et de comment on va faire voter le budget, de quel va être le budget, et ce qui est super important, évidemment. Mais ça enlève tous les autres sujets. Tout à l'heure, tu parlais de l'hôpital, de la santé, les services publics, tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses où on a envie. C'est pour ça que moi, je trouve qu'un tout petit peu de stabilité, même si elle est temporaire, ponctuelle, elle est importante pour qu'on puisse commencer à retravailler sur des sujets qui ont été en effet malmenés par Emmanuel Macron. Je pense aux services publics notamment. L'hôpital, la santé, depuis le Covid, où on applaudissait les médecins, on n'a pas beaucoup avancé sur la situation dans les urgences, dans certains territoires, pays urbains ou ruraux, où c'est très difficile d'aller se faire soigner parce que c'est loin ou quoi. Et voilà, on attend. Moi, je suis plutôt friande de commencer à discuter de ces choses-là. Et ça, je pense que ça peut se faire que si on n'est pas obnubilé par le budget. Moi, je pense que ça ne se fera pas du tout. Ça ne se fait pas du tout, d'ailleurs, parce que l'Assemblée est tellement morcelée, les visions de chacun tellement différentes, leurs espoirs de ce qu'ils voudraient eux et pas l'autre tellement opposés, et surtout leur non-volonté de travailler ensemble tellement manifeste que je pense qu'il ne se passera rien, mais rien. D'ailleurs, on voit, il ne se passe rien depuis 2022. Il n'y a pas eu une seule grande réforme, un seul grand texte qui a été voté avec, j'allais dire, la concorde des uns ou des autres. Il y a une incapacité dans ce pays à simplement se dire, bon, ok, on n'est pas d'accord, on est à peu près 3 groupes ou 3 morceaux. Il y a 11 groupes à l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est jamais produit. On n'est pas d'accord, mais on va essayer de produire quelque chose qui sera un dénominateur commun et qui sera honorable pour tout le monde. Autrement dit, on va devoir lâcher tel groupe sur telle chose, tel autre. Personne ne fait ça. Donc, il ne se passera rien. On va continuer à s'insulter, à s'opposer, à se dénigrer et à faire finalement que rien ne se produise. Oui, mais Virginie, enfin moi je sais pas, ou alors on imagine tout de suite le futur, mais j'imagine pas le futur, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Mais arrêtons-nous aujourd'hui. Oui, mais je trouve que la situation d'aujourd'hui est déjà accablante. Regarde les proportions des partis politiques qui avaient dit qu'ils censureraient pas et les députés qui n'ont pas censuré. Je veux dire, c'est quand même très carré ce qui s'est passé. Ça veut dire que même si c'est des entourloupes, même si plus tard, dans 3 mois, on se dira bon, c'était du pipeau et tout, mais il y a quand même une volonté là que ça passe. Mais non, il y a une volonté. Sinon, ça serait pas passé. C'est passé à combien de fois? Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est pas de faire en sorte que enfin on puisse bien travailler tous ensemble. La raison, c'est de faire en sorte d'éviter une dissolution, parce qu'ils savent tous qu'en cas de dissolution, ils perdront tous leur siège. Je dirais une dernière chose sur les députés de LR. Ils ont quasiment tous été élus face à un député du Rassemblement national. Et ils se disent, là, s'il y a une poussée du Rassemblement national, on est quasiment tous battus.
plus. C'est ça la raison. Et c'est ça que je trouve absolument terrifiant. C'est pas du tout le désir de bien travailler ensemble et de produire de la bonne politique. C'est le désir de sauver sa peau. Et sauver sa peau, ça vaut pour LR, ça vaut pour le PS et ça vaut pour les macronistes. Oui, bah, si ça donne un peu de stabilité, moi je suis très contente. Et je suis très contente qu'on soit dans cette situation-là où on va pouvoir avancer sur le budget et passer à autre chose. Et évidemment que c'est des questions de partis politiques. Mais si on est blasé sur tout et qu'on n'arrive même pas à se dire, là, on a évité la censure, je veux dire, on aurait pu recommencer l'épisode de la semaine dernière, quoi. Donc, et on avait quoi? Le Cornu 3, un je sais pas quoi, un ersatz de encore Avatar de je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis désolée. Je trouve que pour des raisons, évidemment, qui relèvent de la politique et des partis et des cuisines de chacun, on a réussi, et les uns les autres ont réussi, en tout cas ceux du centre très très large, à faire passer ça sans censure. Voilà, moi je m'arrête à aujourd'hui. La vie et la politique, elle va tellement vite aujourd'hui que je regarde même pas demain, je regarde aujourd'hui ce qui se passe. Demain, c'est encore un autre jour. Mais quoi. je suis pas du Alors, tout Vin, blasée. c'est d'accord hein. avec Virginie, on nous fait le coup de la stabilité à chaque Mais fois, oui. depuis 1 an et plus. Qu'est-ce qui a changé? Oui, mais la stabilité, vous comprenez, on en a même Mais- point sur le budget. Mais de toute façon, ça va être compliqué jusqu'en 2027, jusqu'à ce qu'on choisisse un autre axe. Et encore, ça peut être encore compliqué. Parce En que quoi là c'est plus stable, nous dit Enloz. Bah, oui. juste Y a rien de aujourd'hui, stable. juste là, on peut Oui. commencer les débats. Sûr. Sinon, on n'avait toujours pas de gouvernement. Enfin, il faut se rendre compte que dans la vie quotidienne, même des uns et des autres, c'est quand même embêtant de ne pas avoir de gouvernement. Ça Mais veut dire il- aucune décision, ça veut dire les interlocuteurs, c'est compliqué quand Il même. faut quand même dire une chose, c'est que lorsqu'Emmanuel Macron a décidé de faire une dissolution, lorsque les résultats sont arrivés, il y avait malgré tout, qu'on le veuille ou non, un groupe, même si ce n'était pas un groupe unique, mais un groupe fait de 4 formations politiques de gauche, qui était devant le Rassemblement national, qui à lui tout seul était la première force du Rassemblement national, mais eux, ils étaient à 4, ils étaient devant. Est-ce que ça n'aurait pas tout changé, même dans l'esprit des Ouais, gens, mais ça, si c'est- Emmanuel Macron n'avait pas purgé tout de suite l'hypothèque de la gauche en disant bon, ben, je me rends à l'évidence, Ouais, mais ils ça, ont une on courte revient avance. pas, Et est-ce que depuis tout ce qui se passe, c'est-à-dire les 3 premiers ministres qui sont se succédés, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, et aujourd'hui Sébastien Lecornu, n'est pas complètement vicié parce que ça a démarré sur une mauvaise raison et ça continue sur une mauvaise raison. Et on donne finalement tour à tour l'avantage à des forces politiques qui ne représentent quasiment plus rien. Je suis désolée de le dire et je ne suis pas du tout blasée. La politique, c'est vraiment mon champ d'intérêt depuis des années. Je regarde ça de très près. Mais quand on voit ce que représente LR ou le PS, on voit bien que ça ne représente pas l'électorat. On voit bien que ils sont pas en je suis phase pas- avec l'électorat. Ils pas sont peut-être d'accord. en phase avec Je suis pas leur petite circonscription, mais ils ne représentent que ce qu'ils représentent, pas pardon de d'accord le du dire, tout. 50 députés, 64 députés sur 577. Voilà ce que ça représente. Au niveau Il y a des une crise idées, de la représentation alors. ouais, Bien il y a- sûr, oui, bien oui, ça sûr. c'est sûr, mais il y a Bien quand même sûr. au niveau des idées. Je pense que ça représente, ne serait-ce que ce que le PS là a imposé comme idée, bah, c'est en accord avec la majorité des Français. Parce qu'on a toujours, Ouais, on peut dit toujours toujours, parler au nom de la majorité des Français, à la bon dos, la bah, majorité des Français. les pourcentages qui sont sortis, je les sors pas. Enfin, je veux Oui, dire, et puis aussi sec, les gens disent ah zut, est-ce que c'était une bonne idée finalement de ne pas dissoudre? Ils changent d'avis très facilement Non, parce mais que moi, je me base pense juste qu'ils sur, ils sont mal informés. Je me des base juste, conséquences que Virginie, ça a. sur les données, par exemple, le nombre de personnes qui sont contre la réforme, c'était, je crois, 86 ou 89%. Le nombre de personnes qui étaient pour la taxe Gutmann, c'était encore plus de 80%. Donc, on a l'habitude de dire que la France, elle est complètement à droite. C'est pas vrai. Elle est à droite sur plein de sujets qui sont régaliens, surtout. La Non, mais sécurité. elle est à droite numériquement, l'extrême Virginie, droite je surtout. peux finir. Elle est à droite pour tous ces sujets de sécurité et d'immigration, mais elle est super à gauche pour tous ces sujets sociaux. Et si on a ces discussions-là, et si la réforme, elle saute, c'est parce que justement, il y a une partie des Français qui considèrent que ça, c'est un truc qu'ils veulent pas en décrocher, parce qu'ils savent très bien ce que c'est derrière, c'est la protection de l'État. Et pendant le Covid, on l'a bien vu. On en a besoin, on en a envie, et on est accoutumé, on est peut-être trop drogué à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que les Français veulent. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Le Rassemblement national a vachement surfé là-dessus, parce que évidemment, l'extrême droite, la sécurité, l'immigration, ils sont à fond là-dessus. Et Marine Le Pen avait ouvert cette possibilité, qui n'était pas le choix de son père, du pouvoir d'achat, le côté social, ce qui n'est pas du tout la came de
monsieur Jordan Bardella, qui est beaucoup plus libéral, à l'image de ce qu'était Jean-Marie Le Pen, et qui a mis en plus l'accent sur ce côté libéral, parce qu'il a bien compris que pour séduire le MEDEF, les grandes entreprises, il fallait surtout pas sortir la carte sociale de Marine Le Pen. Donc il y a quand même un Il espèce fallait pas trop s'agréger non plus les LR. Oui, en plus, il fallait... Voilà, donc... Ouais. Non, mais il y a compliqué. Voilà. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a quand même des signaux. Alors, c'est peut-être pas l'électorat pur, PS, etc., mais on a des signaux dans la société qui montrent qu'on n'est pas complètement à droite pour tout. C'est tout. C'est le constat qu'on fait. Et quelque part, il y a aussi ce rejet dans ce qui se passe aujourd'hui de cette politique qu'Emmanuel Macron a menée depuis 2017, qui est l'inverse de ça justement sur le plan social, c'est-à-dire beaucoup plus de libéralisme, beaucoup plus de politique qui favorise les entreprises et qui protège moins les gens, beaucoup plus de libéralisation et même de rupture, un peu de casse dans les services publics. Et ça, les Français, ils voient bien ce que c'est au quotidien. C'est très compliqué à vivre pour eux. Et je pense que, voilà, moi je trouve que cette séquence, elle est intéressante parce qu'elle montre ça. Après, les cuisines, oui, évidemment que c'est pas agréable de voir les cuisines des partis politiques, de voir que l'intérêt général, pour eux, c'est presque un gros mot, une grosse expression. Mais en tout cas, je trouve que dans ce chaos, ça produit quand même, voilà, il y a des petites choses qui remontent à la surface, qui, moi, me font rester optimiste. Probablement, pour répondre à celui qui s'inquiétait, on va vivre un chaos jusqu'en 2027, c'est sûr. Parce que c'est que à ce moment-là qu'on clarifiera. Mais moi, le truc RN, j'y crois pas. Mais bon, après, peut-être que je suis utopiste, mais le RN, même s'il arrivait à la présidentielle, bonjour, hein, parce que là, le chaos, il continuerait. À propos du RN, le film n'est pas terminé, se rassurait un député RN influent sur France Info, au micro de notre confrère Pierrick Bonneau. On ne saura pas son nom. Il dit « On aura d'autres occasions de faire tomber le gouvernement dans les prochaines semaines ». Pas si sûr, hein. Là, ils l'ont mauvaise. Hein. Et je peux ils vous l'ont dire très que mauvaise. Si vous avez bien écouté, pas tellement. Si vous avez bien écouté Sébastien Chenu, qui est intervenu après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, il avait des mauvaises blagues qui montraient à quel point il était aigri et qu'il n'arrivait pas à se positionner. Parce que même si leur choix, pourquoi pas, hein, stratégique, ils se sont trouvés un petit peu cornérisés par ce qui s'est passé. Donc moi, je l'ai senti très aigri, ouais. Le RN, oui, là, ils sont hors jeu. Ils sont hors jeu parce que tous les regards se sont tournés vers le Parti socialiste, vers la Macronie, vers la droite. Ils sont hors jeu pour l'instant. Mais moi, j'attends de voir ce qui va se passer au municipal. J'attends de voir qui va gagner quelle ville. J'attends de voir ce que la gauche va faire. Là, j'ai vu que Johanna Rolland, le maire de Nantes, allait passer un accord avec les écologistes et pas la France insoumise. Donc, j'attends de voir le pouvoir de nuisance de la France insoumise sur le PS ou vice-versa, selon les endroits. Mais je pense qu'ils vont y perdre des plumes à cette division. Je ne sais pas s'ils l'ont mesuré. Je ne sais pas comment ils ont analysé les différentes situations locales dans lesquelles ils vont se retrouver. On y va très vite. Moi, je ne suis pas sûre, franchement, je ne suis pas sûre que les électeurs soient vraiment en phase avec ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale ou même aller à Matignon ou à l'Élysée. Je ne suis pas sûre du tout, quelles que soient leurs attaches particulières, qu'ils se disent « Ah oui, on va rentrer dans une grande période de stabilité ». Non, on va rentrer dans une période de discussion extrêmement tendue, extrêmement conflictuelle, où tout le monde va se lancer des chiffres à la figure, plus personne ne va rien comprendre, et au bout du bout, je ne sais pas d'abord s'ils vont arriver au bout du bout, il y aura peut-être une autre motion de censure quand ils verront que les choses leur échappent. Et du coup, je ne sais pas ce qu'on aura gagné à la fin. Je ne sais pas. Donc moi, je ne trouve pas du tout qu'on soit dans une période stable. On est dans une période extrêmement effervescente. Chacun va vouloir tirer son épingle du jeu. Et à force, on va produire quoi ? Pas grand-chose. Les socialistes qui ne votent pas la motion de la France insoumise, c'est signer un divorce complet et définitif ? Moi, je pense que oui, le divorce, ça a été terminé, un peu en plusieurs étapes, mais c'est pas forcément terminé dans le sens où c'est vrai qu'on arrive avec des élections municipales et ça va être compliqué parfois de pas faire des petites alliances localement. Mais globalement, on sent que c'est allé très loin, même dans la façon de se comporter les uns avec les autres. Donc ça paraît difficile après Est-ce de qu'ils pourraient voir... les raccommoder oui. Alors après, il y a toujours la bataille contre le RN Oui. qui permet de resserrer les troupes. Et c'est ce qui s'était passé
pour le NFP, pour la NUPES. Donc, quelque part, on peut pas... là, on n'imagine pas qu'il y ait un accord raisonnable qui puisse se refaire, mais encore une fois, selon le contexte, élection municipale, risque du Rassemblement national, ça peut se reconstituer. Puis encore une fois, c'était quelque chose qui était fait pour les législatifs, hein, c'était un accord électoral, c'était pas plus que ça, quoi. Un accord électoral, un accord programmatique. Ils ont signé les mêmes engagements sur le même texte et il y avait un programme, il y avait des mesures. Et d'ailleurs, la France Insoumise s'y réfère souvent en disant attention, nous on a signé des choses, il faut les respecter. Bon, elles ne sont absolument pas respectées. Mais non, ce n'était pas qu'un accord électoral. Et il est vrai que la gauche, quand elle sent qu'il y a danger, et au moment de la dissolution décidée par Emmanuel Macron, elle a senti qu'il y avait danger. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'avait pas imaginé une seconde que la gauche se réunirait, se ressouderait. Et là, il a été pris de vitesse. Mais voilà, la gauche, elle sait faire. Elle sait faire ce que la droite n'a jamais su faire. Elle sait s'unir quand il y a un danger qu'elle estime mortel pour le pays. Professeur Wannabe se veut Cassandre, certainement. Il va y avoir la bataille des gauches. Par contre, j'ai pas compris, car j'ai cru que les écolos s'étaient rangés du côté du Parti socialiste dans une alliance sans LFI. Mais dites-moi si je me trompe, mais les écolos, ils ont voté la censure, non? Oui, les écolos ont voté la censure. Ils sont un peu plus coincés encore que le Parti socialiste, électoralement parlant, les écologistes. Donc, ils sont un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit. Ouais, ils marchent sur deux œufs. Voilà, et c'est un peu compliqué pour eux. On a vu Marine Tondelier essayer de dire on peut être en même temps avec LFI et sans LFI et essayer de rapatrier de temps en temps le PS avec leur union au niveau de LFI et de temps en temps aller vers le PS sans LFI, mais c'est beaucoup plus compliqué pour eux. C'est encore plus fort que le Parti socialiste, donc on comprend ces hésitations, quoi. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, ils jouent assez clairement en laissant le PS partir tout seul. Mais quand il va y avoir des configurations qui seront différentes selon les villes au municipal, ils s'arrangeront localement et ils trouveront tout de suite des listes sur lesquelles peut-être tout le monde n'aura pas d'étiquette, mais où il y aura à la fois des écologistes, des socialistes, des communistes, peut-être même d'ailleurs de la France Insoumise qui ne dira pas son nom. Et je dirais d'ailleurs que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Oui. Il y a souvent un maire sans étiquette ou un maire avec une étiquette et des listes sur lesquelles se sont glissés des candidats assez différents les uns des autres, mais ça permet à chaque électeur de retrouver dans la liste celui pour lequel son cœur penche. Donc il va y avoir une très grande hypocrisie et un très grand écart entre ce qu'on va voir à l'Assemblée nationale et ce qui va se passer au municipal. Toukoum, salut, c'est le retour de Toukoum. Toukoum qui dit mais vous ne pensez pas que le problème c'est la 5e République? Ça, c'est toujours la question qui revient, c'est la 5e République. Avec le président indétrônable qui décide qui mettre comme Premier ministre, la dissolution maximum une fois par an. C'est ça le problème, il faut changer les institutions. À chaque fois on a droit à cette question-là, à ce commentaire-là. Ça revient, alors peut-être que si ça revient, c'est que en tout cas, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, ce que je trouve juste, c'est qu'on pousse à bout la 5e République. Enfin, on essaie de on la teste jusqu'à on la teste pour voir stress test. Et pour l'instant, elle tient, quoi. Ça tient quand même, malgré tout. Ça tient. Mais ça produit pas grand-chose de très clair, mais en tout cas, ça tient. Après, je pense que oui, ça questionne aussi le fait que la présidentielle et législative soient en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'organiser ça autrement pour qu'il y ait un contre-pouvoir un peu au Parlement, ce qui s'est fait naturellement là en 2022 et en 2024 globalement, puisque finalement Emmanuel Macron n'a plus la majorité au Parlement. D'abord une majorité très relative et puis en plus, après, plus du tout de majorité. Et ça peut permettre un équilibre. Mais bon, si on va sur un Parlement découpé comme ça en 3, si on dit grossièrement, là, oui, ça devient très compliqué et on le voit bien, puisque pas de majorité égale pas de sens à donner, quoi. Sébastien Lecornu qui a sa fiche de route donc fort grise, disais-tu tout à l'heure, Virginie. Beaucoup d'observateurs cependant qui disent en réalité qu'il a tiré un trait sur le macronisme. Il redonne tout son poids au Parlement, il acte la fin du pouvoir vertical, du 49.3, des adoptions sans vote, il suspend la réforme des retrêtes, qui était la réforme du second quinquennat. Il parle pas beaucoup. Je rigole, mais c'est dans le style. Non, mais c'est vrai, dans le style étrange avec Emmanuel Macron. D'une certaine manière, c'est un peu l'anti-Macron, quand même. Il est tout à fait paradoxal de voir que c'est Sébastien Lecornu, qui est un proche parmi les proches, qu'Emmanuel Macron aimait beaucoup et qui a été ministre sans arrêt depuis 2017. Finalement, c'est lui qui finit par mettre la dernière pelletée de terre sur le corbillard du macronisme. C'est-à-dire que oui, la réforme des retraites va être suspendue, ce
qui voudra dire peut-être abandonner. Oui, il y aura peut-être des nouveaux impôts pour les plus riches, dont Emmanuel Macron ne voulait en aucun cas. Autrement dit, il va finir, s'il y arrive, il n'y est pas encore arrivé, mais il va finir par imposer à Emmanuel Macron le contraire de ce qui a guidé la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Autrement dit, le macronisme va terminer en lambeaux et va terminer surtout sans bilan. Et Emmanuel Macron, qui tenait absolument à laisser ce qu'il appelait son héritage, ne va rien laisser du tout que des dettes. JW6 dans le chat dit le cornu anti-Macron. Ah bon, non, c'était sur la forme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Personne n'a dit ça ici. Et Bandini dit franchement, ça sent encore le gros flanc, comme Bayrou. Pas gentil pour Monsieur Bayrou. Uniquement pour gagner du flanc, pour gagner du temps. Si Sébastien Lecornu est maintenu, c'est que le début du chemin, dont a parlé le Premier ministre. Les embûches vont se présenter à chaque nouveau vote. Qu'est-ce qui va se passer là? Mais ça va être le chaos. Dès le début des discussions, ça va être très compliqué puisque le Parti socialiste a donné la couleur, entre autres, en disant ce budget il nous va pas sur ça, donc on va se battre sur ça. Donc les négociations continuent et oui, ça va être globalement très très musclé parce qu'il y a des avis très divergents et que ça va batailler, qu'il va y avoir beaucoup d'amendements, que les temps sont très limités, donc ça met une tension énorme parce que si, comme tu le disais Virginie, si les temps sont pas respectés, l'État peut reprendre la main par ordonnance et il faut de toute façon un budget, donc voilà, on est dans une espèce de négociation perpétuelle. Nous avons un viewer dégagiste, comme l'avait été Emmanuel Macron, c'est Athénard. Salut Athénard. Le PS n'a-t-il pas un problème avec ces ténors de l'ancien monde, comme on dit, qui sont en train de le mener à sa perte? LFI ne va-t-elle pas s'en sortir renforcée de tout cela? Moi, je trouve que LFI... On a vu ce que provoquait le dégagisme quand même. Le problème de LFI et de la tête, notamment de LFI, qui n'est pas représenté ni à l'Assemblée ni ailleurs, mais qui est quand même très très présent, Jean-Luc Mélenchon, sûrement futur candidat pour la présidentielle de 2027, autour de lui s'organise un front quand même, et un front qui est en train de monter. Alors, je ne sais pas ce que valent ces sondages qui disent que ce front anti-LFI, qui est surtout anti-Mélenchon, il serait plus important, j'ai vu il y a 2 semaines, que le front républicain anti-RN. Donc voilà, il y a ça, et je pense que le Parti socialiste voit aussi ça, a subi des coups, des insultes et tout ça, et un positionnement qui ne leur convenait plus de la France insoumise depuis le 7 octobre particulièrement, parce qu'il y a des visées électoralistes un petit peu de bas niveau de la part de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis d'un certain électorat à la suite de cet événement. Et le Parti socialiste a voulu aussi s'éloigner de tout ça, parce que ça risque d'être là. Et globalement, si on avait par exemple une bataille entre Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella à la présidentielle, premier tour, très compliqué. D'autant plus compliqué que quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, on voit que la France insoumise, aujourd'hui, fait peur, ce qui n'est plus du tout le cas du Rassemblement national. Et on voit surtout que quand on décortique les différents résultats sur l'image de la France insoumise, c'est que la France insoumise, elle s'est agrégée un socle extrêmement solide depuis, et peut-être encore plus solide parce que très combatif depuis le 7 octobre, mais elle a perdu une partie des électeurs de gauche qui n'ont pas du tout suivi cette ligne très radicale, et les différentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre ont déplu à une partie des électeurs de gauche. Et moi, je me demande ce qui se passera. Je pense que ça n'arrivera pas, mais admettons que ça arrive quand on voit l'effondrement des différentes formations, disons, plus centrales. Mais je me demande ce qui se passera si les deux extrêmes se retrouvaient en face à face au deuxième tour. Je pense que Jean-Luc Mélenchon s'écroule et que le RN passe, y compris avec des voix d'une partie de la gauche qui ne voudront en aucun cas que Jean-Luc Mélenchon ait leur voix. Abstention, enfin, peut-être pas en votant RN, la gauche quand même, non? Faut peut-être pas une pousser. Partie des voix qui ne voudront pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, qui voteraient pas du tout. Alors ça râle dans le chat parce qu'on compare LFI avec le RN. On compare pas le RFI, non, LFI pas du au tout. RN, et on dit pas que LFI est extrême gauche. Pas du tout. Et il y a pas non, ce simplement, il y a un front qui s'organise contre LFI, comme il y a eu un front républicain contre le RN. Donc c'est pas le même type de front, mais en tout cas c'est présent, quoi. C'est là. Hier, la chef de file des députés du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, a été déboutée de son recours contre l'application immédiate de sa peine d'inéligibilité par Conseil d'État. Alors, pour rappel, donc celle-ci avait été prononcée le 31 mars dernier lors du procès de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, durant lequel la chef de file des députés RN, Marine Le Pen, avait été reconnue coupable de détournement de fonds publics par le tribunal de Paris. Réponse avant le 12 février prochain. Ça sent pas très bon pour Marine Le Pen. C'est ce que j'allais dire, ça sent pas très bon du tout.
Et globalement, pour le RN, je pense que ça va être quand même très compliqué. Parce que même si déjà, pour l'instant, d'ici là, et gérer après gérer d'ici l'après. là, après les municipales et après la présidentielle, on voit pour le moment des sondages qui disent que c'est pareil, Jordan Bardella, Marine Le Pen, même Jordan Bardella serait un peu au-dessus et tout. Je pense qu'après, quand on va rentrer dans le concret, que Jordan Bardella sera vraiment dans le bain, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand on va se dire, imaginons un Jordan Bardella à côté de Poutine, de Trump, ça va être un petit peu plus compliqué et on l'a vu quand même en difficulté. Alors il fait le job, hein, il y arrive, mais dès qu'on creuse un peu, voilà, on voit que c'est quand même assez creux, qu'il y a une espèce de répétition d'éléments de langage qui sont, voilà, il y a des erreurs et c'est normal, hein, c'est quelqu'un de très jeune et il peut pas encore maîtriser tout. Mais voilà, on voit quand même des limites. Je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, je suis pas complètement négative. Évidemment qu'il y a une poussée de l'extrême droite dans le pays, ça on peut pas le nier. Après, derrière l'extrême droite, il y a des gens qui voient pas du tout le racisme, il y a des gens qui voient le social, il y a des gens qui voient plein d'autres choses, qui voient la colère, qui voient une alternative qu'on n'a jamais essayé. Mais moi, je suis pas... je pense que ça va être plus compliqué que ce qu'on imagine par rapport à, pour l'instant, ce qui rafle et ce côté ascendant sur cette pente qu'ils ont, qui monte. Mais il n'est pas exclu que Marine Le Pen, on verra ce que va décider la justice quand elle va arriver à son appel. L'appel a été fixé, les dates sont fixées. Il n'est pas exclu que son inéligibilité soit ramenée à une proportion moins élevée et qu'elle puisse finalement se présenter en 2027. Parce que là, on voit bien qu'elle multiplie les recours qui sont tous rejetés car déclarés irrecevables. Mais c'est pas ça vraiment la bataille. La bataille, ça va être ce qui va se décider à l'appel concernant son inéligibilité. Et j'en reviens à ce qui quand même me questionne, c'est que si son inéligibilité est ramenée de 5 ans à 3 ans, elle aura quasiment fait ces 3 ans. Si son éligibilité est ramenée de 5 ans à 2 ans, j'en sais rien, je ne sais pas. Elle pourra se présenter et on aura quand même cette situation extrêmement paradoxale et baroque d'une candidate qui sera condamnée parce que son éligibilité peut être ramenée à moins que les 5 ans qui lui ont été déclarés, mais elle restera condamnée. Je ne vois pas comment en appel elle ne sera pas condamnée. Donc on aura une candidate qui sera de nouveau éligible mais condamnée et même si elle va en cassation, je pense que la cassation pourrait intervenir avant 2027. Et ça aussi, c'est un vrai souci démocratique et un vrai souci. Mais on voit que les électeurs du Rassemblement national, eux, ils n'en ont cure. Qu'elle soit condamnée ou pas condamnée, si elle se présente, ils voteront pour elle. Et puis, on a quand même un ex-président qui va arriver en prison aussi bientôt. Hein. C'est bizarre, hein, la France, en ce moment. 17h58, 50 secondes, c'est bientôt l'heure de nous quitter, mais c'est d'abord l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, Émilie Zapalski. Eh bien, moi, à chaque jour suffit sa peine. Donc, voilà, je trouve que là, les débats vont commencer, on verra, ça risque d'être la pagaille et tout, mais voilà. Pour l'instant, la censure est évitée, on voit les partis commencer à se relever les manches pour le budget et on verra. Oui, c'est parce qu'il dormira tranquille ce soir et pas Virginie Leguet. Mais toujours. Moi, je dis que les partis montrent de façon extrêmement manifeste à tout le monde que leur souci, ce n'est pas le budget, leur souci, c'est de rester élus et d'éviter la dissolution. Ils ont compris qu'elle leur serait mortelle et que ça, c'est quelque chose, une démonstration que je trouve extrêmement frappante et violente pour les citoyens français. De se rendre compte que cette classe politique, dans le fond, ne cherche qu'à sauver sa peau. 17h59, passé de 45 secondes. Parfait, je vais taper sur le 18, c'est génial. Merci Émilie Zapalski, merci Virginie Leguet, merci d'avoir répondu aux questions du chat. Merci à vous dans le chat pour vos questions. Vous restez avec nous, on fait une courte pause, c'est 2 minutes à peine, en fait un petit peu plus, parce que je crois que j'ai un invité qui a quelques minutes de retard, mais vous restez avec nous quand même. On revient dans 5 minutes pour accueillir nos 2 prochains invités, pour un sujet en plus qui devrait certainement vous intéresser. On va parler chemsex, drogue de synthèse, on va parler de sexe, d'addiction, de réduction des risques, d'urgence sanitaire chez les hommes gays, mais pas que justement, dans le contexte où silencieusement, chaque week-end compte son hospitalisation, voire son décès au petit matin. Il n'y a pas de profil type, ça touche toute la population et même bien au-delà de la communauté gay. Ça inquiète les associations qui appellent à un plan d'urgence. Ce sera jusqu'à 19h. Vous restez avec nous. À tout de suite, vous ne partez pas. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'avoir patienté, merci d'avoir été très nombreux à patienter. Vous êtes super sympas. Mais c'est vrai qu'on n'a mis que 6 minutes après tout. On va parler d'une catastrophe sanitaire en marche silencieuse. On va parler de votre jeune voisin que les pompiers emmènent un samedi matin parce qu'il est dans le coma mais qui s'en sortira.
On va parler du pote qu'on a laissé dans un coin qui est en train de mourir d'une overdose lors d'une partie de sexe à plusieurs, avec des inconnus rencontrés sur Grindr par exemple. On va parler de leur dealer qui ne sait pas trop ce qu'il vend à des gens qui pourtant se l'injectent ou qui s'en fichent. Je parle du dealer. On va parler de personnes qui, elles, ne s'en fichent pas, mais qui se coupent du monde et qui ne s'en sortent pas. On va parler des usagers de plus en plus nombreux du chemsex, avec des produits de plus en plus dangereux. Le chemsex, c'est quoi? C'est l'usage de substances psychoactives illicites lors de rapports sexuels. C'est même un peu plus que ça, on va le voir pendant 1 heure. On va en parler du chemsex parce que la dernière fois qu'on en a parlé dans les médias nationaux, c'était pour l'affaire Pierre Palmade. C'était une première rencontre entre le terme et le grand public, et c'était une rencontre à tout le monde désastreuse, teintée de voyeurisme un peu, d'homophobie certainement beaucoup, la faute certainement au traitement hasardeux de certains médias. On va en parler aussi du chemsex parce que les produits vendus ont changé ces dernières semaines, que les accidents augmentent et que ça touche une population qui se cache, mais qui est de plus en plus nombreuse. Les corps qu'emmènent les pompiers ont tous les âges. Leurs histoires parfois se ressemblent, elles projettent en tout cas sur un mur une même ombre, celle de la silhouette d'une bombe sanitaire. Bonsoir Jean-Luc Romero-Michel. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, à la maire de Paris. Vous êtes président de SIDA Info Service depuis quelques temps, je crois. Quelques jours. Vous êtes président d'honneur de l'ADMD, c'est l'aide au droit à mourir dans la dignité. Vous êtes écrivain par ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Vous êtes beaucoup de choses, Jean-Luc Romero. On sort un livre dans quelques jours pour élus locaux contre le sida, dont je suis le président. Et c'est l'espoir d'une France sans sida, avec une vingtaine de personnalités qui ont décidé d'imaginer cette fin de la transmission du VIH, qui est un espoir fou pour les plus anciens comme nous, et qui va être un peu compliqué avec malheureusement Donald Trump qui aujourd'hui est en train de tuer, je dirais, si on peut utiliser ce mot-là, des gens dans des tas de pays, puisqu'il va arrêter des financements qui vont être désastreux. Parce que nous ici, on est dans un pays où on a la chance d'avoir des traitements et de vivre avec ce virus. Il risque d'y avoir des millions de personnes dans les années qui viennent à cause de décisions totalement criminelles et irresponsables des États-Unis. Ça peut faire partie de nos débats en fin de séquence. À vos côtés, un homme qui est aussi beaucoup de choses, c'est Tim Madescler. Salut Tim. Bonjour. Tu es chargé de projet, accompagnateur en santé sexuelle au spot Beaumarchais à Paris. Tu es ethnologue pour le rapport Trend de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. C'est l'OFDT. Et tu as une alerte à nous faire. Oui, alors en fait, tu l'as déjà pas mal faite, l'alerte. C'est que c'était attendu depuis longtemps, mais nous avons une alerte produit en ce moment, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'A3, en fait, contient très peu de 3-MMC, qui était le produit originel, et a longtemps contenu un produit qu'on appelle l'A2, qui était beaucoup moins puissant dans ses effets, et qui, en fait, tout d'un coup, est arrivé en pénurie, pour une raison sur laquelle on pourrait revenir après, parce qu'elle est intéressante, mais qui, du coup, est remplacé, notamment par les dealers de rue ou les dealers de ville, par un produit qui est 10 fois plus puissant. Ça veut dire que si vous faites la même quantité, vous consommez la même quantité avec ce produit-là, vous, immanquablement, risquez un accident grave. Et nous avons des accidents graves récemment. Pour vous faire une idée, le laboratoire Analyston Prod avec lequel nous travaillons et qui fait de l'analyse de produits, sur les 43, ou la grosse quarantaine des échantillons qu'ils ont analysés le mois dernier, la moitié était de la NEP, ça s'appelle comme ça, NEP, et vendue comme de la 2. Donc c'est une vraie alerte, d'autant plus que nous connaissons la cause de ce changement, c'est le changement de législation aux Pays-Bas, qui fait que... Tu peux y revenir. Je peux y aller dessus, là, on a 1 heure. Non, mais c'est par rapport à l'attention des téléspectateurs ou des auditeurs. Non, mais... C'est important. C'est important parce que politiquement, ça a un sens. Les Pays-Bas avaient une façon de classifier leurs produits stupéfiants qui était différente. Ils classifiaient par molécules, ce qui fait qu'ils avaient toujours, dans les nouveaux produits de synthèse, ceux qui servent dans le chemsex, mais aussi dans la fête, la fameuse 3 et autres produits, un qui était légal, ce qui permettait à des dealers, ou des trafiquants, ou des fabricants, ou des distributeurs, d'envoyer au moins de façon légale un produit qui arrivait dans un autre pays où là il était considéré comme illégal, parce que les autres produits interdisent la classe entière du produit, les catinones. En juillet, les Pays-Bas se sont alignés sur les autres pays, ce qui fait que plus aucune catinone n'est légale aux Pays-Bas. Par voie de conséquence, il n'y a aucun intérêt de balancer de la fameuse 2 aux autres pays. Donc on balance tout ou rien, et surtout on crée une pénurie. Cette pénurie se fait sentir maintenant, avec 2-3 mois de décalage, et nous ne pouvons pas savoir ce qui va se retrouver en circulation dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Parce que je peux dire un mot un peu brutal, c'est un gros bordel.
Donc là, ça commence à se faire sentir. Donc alerte, alerte, alerte. Attention aux consommations. La recommandation de base, c'est de faire des petites doses pour commencer et d'être vigilant aux effets que l'on ne connaît pas. Et la deuxième recommandation, c'est d'aller faire tester vos produits. On peut le faire où, ça? Alors, vous allez voir sur le site Analyse ton prod et vous suivez les indications. Il y a des collecteurs et il y a des endroits où on peut les faire tester directement. Ça peut prendre de 1 à 1 semaine, ça dépend des endroits. Mais c'est très fortement recommandé. Et ça peut se faire très rapidement. Il y a Ça des peut se faire. soirs. Alors, Voilà. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde, mais à Paris, Non, à Paris, on je crois peut que le c'est faire. le jeudi soir. Le jeudi où, soir, on y absolument. va Le jeudi et soir, on on y vous va. teste le produit tout de suite. Alors, c'est dans un endroit qui est rue Beaurepaire, près de République. On peut y aller effectivement à 18h30 jusqu'à 21h. Ne surchargez peut-être pas l'endroit, mais bon, Mais, c'est maintenant. ouais, mais c'est important. C'est important, en fait. Ouais. La troisième chose qu'on peut recommander, c'est une recommandation de réduction des risques. On pourra revenir sur ce que c'est que la réduction des risques après. C'est que si vous profitiez de cet instant pour faire une pause dans vos consommations, c'est-à-dire si vous décidiez de prendre un temps sans consommation, le temps que tout ça se calme, ce serait pas mal. C'est quoi le chemsex? Jean-Luc Romero. Oh là là, moi je suis pas. C'est peut-être Tim qui pourrait mieux le dire, mais enfin bon, en gros, c'est prendre des produits, comment dire, comme des catinones, de la G, enfin, pour amplifier en fait les effets des relations sexuelles. Enfin bref, c'est une pratique qui a en France qui s'est développée il y a une quinzaine d'années maintenant, qui arrive un peu d'Angleterre, des États-Unis, qui s'est un peu intensifié pendant la Covid, ce qui était quand même un peu logique, puisqu'il n'y avait plus du tout d'endroit de socialisation, et c'était aussi le moyen pour des gens de se retrouver ensemble. Et aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre d'études qui donnent parfois des choses alarmantes, mais en gros, c'est entre 7 et 30% d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui auraient pratiqué le chemsex, qui sont des chiffres importants, et avec surtout, pour l'instant, s'il n'y avait pas des associations comme Aide, je dirais quand même aussi Paris, parce qu'on est là, une des seules capitales au monde à avoir un plan stratégique. Aujourd'hui, malheureusement, personne ne s'y intéresse, alors qu'on sait qu'il faut aujourd'hui des moyens. Quand il m'évoquait l'information, la prévention, et tout ça, c'est de l'argent. Le soin, pour ceux qui veulent se soigner. Le testing, parce qu'on disait le testing, c'est super important avec ces produits. Enfin, ce que Tim vient de nous dire et montre à quel point il est important de pouvoir le faire. Sauf que vous êtes à Paris, vous avez des possibilités de faire tester vos produits, dont beaucoup, il faut quand même le savoir, les gens les reçoivent par la poste. Certains des produits, la fameuse 3 qui est plus de la 3 depuis très longtemps, mais que tout le monde continue à croire avoir de la 3 MMC, quand vous êtes dans un petit village quelque part, c'est très très compliqué et ça pose aujourd'hui d'énormes problèmes. Donc on voit qu'on a besoin d'un plan. Je rappelle que quand même, ça fait 3 ans que les ministres de la Santé ont des propositions qui ont été faites par le professeur Benyamina, que l'Assemblée nationale, en début d'année, a enfin voté une résolution pour mettre en œuvre des mesures, et qu'à partir de 16 septembre, et c'est vrai que Noder, il faut le reconnaître, le ministre de la Santé, qui ne l'est plus, venait de redonner une mission au professeur Benyamina pour mettre en œuvre ces mesures. Sauf qu'aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement et qu'on se retrouve sans rien du tout, et que le nerf de la guerre est quand même extrêmement important, et aussi en parler, vous l'avez dit, en dehors des affaires, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. On a eu l'affaire avec des parlementaires, un conseiller de Paris, etc. Mais ça laisse et bien ça ne touche d'autres. qu'une minorité de personnes et que ce Oui, c'est tout sauf mon voisin. Non, et puis mais il faudrait surtout en plus qu'on en parle d'une manière rationnelle, sans jugement, et aussi sans homophobie, parce que l'affaire Palmade, c'était, je crois, vos confrères du Thinking Post qui avaient démontré à quel point ça avait engendré sur les réseaux sociaux une vague de haine absolument terrible. Donc c'est pour ça, merci de faire ça aujourd'hui, alors qu'on est, même si on est dans une situation très compliquée, il n'y a pas un cas qui fait que on ait besoin de se focaliser sur ce cas-là, mais plus globalement sur aujourd'hui ce phénomène de santé publique qui est extrêmement important. Moi, la définition que tu as donnée est parfaitement bonne. Je pense qu'on a aussi le phénomène de poser un mot sur des pratiques ou des choses qui y existent préalablement.
d'une façon assez large, l'usage de produits psychoactifs dans les populations minorisées ou très vulnérables, elle est là et elle est avant et elle est fréquente, elle est documentée. Être LGBT ou être malade du sida ou être même séropositif est un facteur qui favorise la prise de produits psychoactifs, donc ça existe de toute façon. Si je donne un exemple, il y a ce livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle 95 par Philippe Giovanni, qui parle des années SIDA. Donc on a dit SIDA, mais quand on regarde les personnages, de quoi ils vivent et de quoi ils meurent, surtout, très souvent, c'est déjà de la drogue. Alors c'est pas les mêmes circonstances, mais il y a quand même ça. Il y a un historique entre les communautés gays et les produits psychoactifs qui est long et lourd. Donc là, on l'a conceptualisé de cette façon-là, mais ça veut dire que c'est un moyen de saisir un certain nombre de problèmes. Mais ces problèmes préexistent. Ça tombe pas tout de suite comme ça. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on utilise ce mot-là. Le mot chemsex est plus utilisé par les gens qui interviennent dans le chemsex que par les gens qui pratiquent ou qui font usage de chems, qui ont un autre vocabulaire, qui est leur vocabulaire à eux, qu'on utilise aussi. Mais c'est vrai que dans l'enveloppe générale, chemsex est un mot qui est presque un mot de santé publique, plus qu'un mot de... Personne ne se définit comme chemsexeur. Il y a des gens qui peuvent se définir comme chemsexeur, mais enfin en général, ils ne pensent pas d'ailleurs, qu'on les appelle comme ça d'ailleurs. Donc il faut bien avoir ça en tête. Nous sommes paradoxalement saisis de ce problème d'une façon institutionnelle très tôt, il y a 10-15 ans. Dans le rapport Trend sur lequel je travaille, nous utilisons ce mot depuis 2013, mais moi j'ai commencé à travailler là-dessus depuis 2010, il y avait quelqu'un avant moi, donc en fait les pratiques, ce qui correspond au chemsex, on l'observe à peu près depuis le début des années 2000. Jean-Luc Romero-Michel, le chemsex, vous l'avez reçu comme un mur en pleine figure, c'était un 29 mai 2018, où alors que vous êtes en déplacement, vous apprenez le décès de votre mari, Christophe, d'une overdose, lors d'une séance de chemsex, et vous ne vous doutiez, disiez-vous alors, de rien. Oui, je me doutais, oui, c'était extrêmement violent parce que... Dans le chat, on disait, mais je ne connais pas de gens qui pratiquent, mais en fait, le chemsex, en fait, c'est souvent caché. Oui, enfin bon, moi je connaissais évidemment le phénomène. D'ailleurs, Christophe, mon mari, était un militant de la lutte contre le sida et ce qui était incroyable, c'est qu'un mois avant, il avait souhaité que j'aille au spot Beaumarchais où on était allés ensemble, ce qui est assez troublant. Non, moi je m'étais pas du tout rendu compte, en plus, ce qui est très violent parce que vous imaginez, ça vous donne une forme de culpabilité. D'autant que moi, sur la question des addictions, j'ai une position qui est plutôt singulière parmi les élus, c'est que je me bats depuis toujours pour la légalisation de toutes les drogues, parce que je pense que c'est la seule politique qui soit responsable. Donc je n'avais pas de jugement moraux, et malheureusement, je n'ai pas vu ce qui se passait autour de moi, et c'est d'une violence inouïe quand vous apprenez que votre mari est mort à 31 ans et qu'en plus la personne avec qui il était n'a pas appelé les secours, enfin, ou attendu extrêmement tard, c'est très violent. Et donc on voit que ça peut toucher tout le monde, ça nous touche toutes et tous, et qu'on voit qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et moi je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je pleure sur mon sort, ou j'essaye aussi d'aider particulièrement les associations qui sont engagées depuis longtemps. Et Aide est une des premières associations à s'être engagée, à avoir donné toutes les clés, notamment sur les produits, etc. Parce qu'on se rend compte que l'État doit faire des choses, l'État et les collectivités. Moi, je vous donne juste un exemple. Par exemple, la personne qui était avec mon mari n'a pas appelé les secours parce qu'elle avait peur que la police vienne. Et on voit qu'aujourd'hui... Parce que la police vient, effectivement, quand les pompiers viennent... La plupart du temps, alors certains nous disent que c'est pas vrai, mais moi je me souviens quand Mediapart avait fait une enquête et dans lequel moi j'avais rencontré avec Anne Souris, qui était à l'époque l'adjointe à la santé de la mairie de Paris, on avait rencontré les pompiers, ils nous avaient dit, nous on est des militaires, chaque fois qu'on arrive, s'il y a de la drogue, on s'occupe bien sûr des personnes, ils font leur boulot, hein, ils soignent les gens, etc., mais on prévient la police. Après, ils ont dit non, c'est pas vrai. Et à Aide, ça j'ai dit si, tous les exemples qu'on a, ça se passe comme ça. Et il faut le comprendre. Et donc, moi, depuis des années, j'ai vu, j'espère que le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est parfois un peu plus ouvert peut-être sur les questions, mais combien de temps restera-t-il? Parce que, par exemple, à Londres, les choses sont totalement différentes. Il y a un accord entre la police et les secours. Quand les secours arrivent quelque part, qu'il y a des produits, la première question qui se pose, est-ce qu'il y a un danger pour eux-mêmes? Bon, c'est normal qu'ils se posent cette question. S'il n'y en a pas, ils se posent la question, est-ce qu'il y a un danger autre que sanitaire? Parce que c'est des soignants, donc ils sont là pour soigner les gens. S'il n'y a pas d'autre danger, ils n'ont pas à appeler la police.
Et donc, c'est beaucoup plus facile, alors qu'ici, eh bien, évidemment, et on voit des gens qui peuvent même être emmenés, sortis d'un appartement, retrouvés dans la rue, etc., tellement les gens ont peur. Et vous voyez, il y a déjà au moins une expérimentation qui devrait être menée à Paris. Donc, on voit que l'État doit s'en mêler, et on voit aussi que les collectivités locales doivent donner, avec l'État, des moyens à la fois pour l'information, des moyens pour la prévention, et puis des moyens pour celles et ceux qui veulent se soigner, et puis aussi des moyens pour le testing, pour la réduction des risques. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement global où on ne peut pas dire l'État, les collectivités n'ont rien à faire. Et moi, je suis, si vous voulez, un peu horrifié, parce que quand on parle du sida, on ne va pas comparer ça, certes, au sida, mais il y a une chose qui est quand même comparable, c'est que les pouvoirs publics, je rappelle que jusqu'en 87, le président Mitterrand n'avait jamais dit le mot sida, ne l'oublions pas. Et il ne se mobilisait pas beaucoup. On a vu le temps qu'il a fallu pour qu'on puisse avoir les seringues libres. Il a fallu 87 en France. Et puis il y avait une espèce de honte des personnes. Et là, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, ils repoussent cette question. Ils ne la traitent pas comme ils devraient la traiter, comme une question de santé publique. Et puis, il y a aussi, chez beaucoup de personnes qui pratiquent le chemsex, une honte. Parce qu'ils ont du mal à en parler. C'est pour ça qu'il faut libérer la parole là-dessus et ne pas évoquer la question du chemsex que quand on a un fait divers, des personnes qui en meurent et des suicides dont on parle extrêmement peu, alors qu'on sait et on attend, parce qu'on n'a toujours pas une étude épidémiologique française. C'est une des propositions qui est faite dans le rapport Benyamina. On attend pour avoir une vraie situation, parce qu'on est quand même très frappé quand on regarde, par exemple, dans certains centres où on distribue la PrEP, dans des centres de santé sexuelle, on se rend compte qu'il y a énormément de suicides chez des gens, par exemple, qui pourraient prendre la PrEP. Et puis quand on recoupe, etc., on se rend compte que c'est malheureusement souvent des personnes qui pratiquent le chemsex. Et donc on a vraiment besoin aujourd'hui de se poser, d'avoir les informations, et puis d'agir, et puis d'aider, parce qu'on ne peut pas laisser aux associations seules cette responsabilité, et surtout sans flécher vraiment des moyens, alors qu'on sait qu'on est dans une baisse des moyens sur les questions de santé, et puis avoir enfin un vrai débat sur les addictions dans notre pays. Alors justement, dans le chat, une question technique, pratico-pragmatique, je n'arrive pas à lire ton pseudo, je suis myope, mes yeux, de T12 LVE, bon, donc T12. Salut T12, qui dit la drogue qu'on utilise lors du chemsex, est-ce qu'elles sont addictives? Oui, elles sont addictives. Alors, il y a beaucoup de définitions d'addiction ou de machin, et peut-être quelquefois, c'est pas tellement le problème. Disons que oui, on peut avoir une accoutumance, ou on peut avoir de toute façon une irrépressible envie ou un irrépressible besoin d'aller chercher quelque chose de particulier à travers ces produits-là. On va pas rentrer on va pas faire un cours, puis en plus moi je suis pas toxicologue, donc on va pas non plus, mais grosso modo on a deux familles de produits, on a les dépresseurs et on a des stimulants. On parle de l'addiction, en tout cas du manque de l'addiction physique, physiologique, sur plutôt les dépresseurs, donc l'héroïne, les opioïdes, mais aussi le GBL. Donc effectivement, on voit un type d'addiction très particulier avec le GBL, par exemple, de gens qui sont obligés d'en consommer en continu, qui se lèvent la nuit pour en consommer. C'est une addiction qui est extrêmement dure à lever. Mais qui n'est pas illégal en plus. C'est un produit qui n'est pas illégal, enfin, c'est compliqué. Il a un statut paradoxal, mais il a un accès assez facile. Ouais. Et voilà, c'est vrai que tu as raison, c'est toujours très paradoxal, parce que c'est un produit facile d'accès, il n'est pas illégal, mais en même temps, sa consommation est légale. Ouais. Et en même temps, il est toujours d'une très bonne qualité, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de le rater, de le frelater. Voilà. Cependant, dans les autres produits, il y a évidemment une addiction, c'est-à-dire qu'il y a des tas de critères assez clairs, plus ou moins clairs, qui changent en fonction des spécialités thérapeutiques ou médicales. Mais grosso modo, l'envie irrépressible de consommer, quand ça prend trop de place dans l'existence, quand on ne pense qu'à ça, quand on se désocialise, il y a une liste comme ça d'à peu près 13 items qui effectivement définissent ce que c'est qu'une addiction. Mais vous pouvez avoir une addiction à un verre d'eau. L'addiction dans ce cas-là est un phénomène mental beaucoup plus complexe que simplement lié à la drogue. Par ailleurs, dans le chemsex, ce qui est vraiment dangereux, en l'occurrence, en termes d'addiction, c'est que c'est une combinaison d'addictions. Et ça, on a mis du temps à le comprendre. Ce n'est pas que l'addiction à un produit qui va poser problème. C'est l'addiction au sexe éventuellement, même si certains vont dire qu'une addiction au sexe, si elle est combinée avec une autre type d'addiction, n'est pas si clair que ça. Une addiction à la pornographie, une addiction aux écrans, une addiction à la rencontre, une addiction à beaucoup de choses, en fait, qui peuvent se passer comme ça. Donc, quand vous avez cet ensemble de choses, ce qui apparaît
de plus en plus clairement, c'est que même si aucune de ces addictions n'est en soi extrêmement grave ou impossible à combattre, la combinaison de l'ensemble fait une situation qui peut être dramatique facilement, beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement que d'autres types d'addictions plus simples. Il y a un chiffre que je ne vais pas vous donner exactement, mais qui sort et qui est à peu près clair, c'est que le moment entre quelqu'un qui consomme des catinones, donc les produits du chemsex, et son entrée dans le soin, la 3-MMC, la 3-MMC par exemple, ou la fameuse 3, grosso modo, l'entrée dans le soin est très courte, c'est entre 2-3 ans, alors que pour d'autres produits, ça va être 10 ans. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ramassé. C'est-à-dire que dans le chemsex, on a beaucoup plus de chances de se retrouver à problème. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à problème, encore une fois, mais ça veut dire qu'on a plus de chances de l'être et que les problèmes sont plus aigus. C'est très compliqué de faire comprendre ça. Alors justement, tu es accompagnateur en santé sexuelle, tu reçois ces personnes. Est-ce qu'elles ont un lien entre elles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles viennent Qu'est-ce qu'elles te demandent? Alors, qu'est-ce qu'elles te disent? Moi, j'ai envie de dire d'abord elles viennent de partout, déjà. Hein. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des beaux, il y a des laids, il y a des jeunes, il y a des vieux. Franchement, d'un point de vue sociologique, ou même ethnographique, si on veut, il n'y a pas de critères spécifiques. En revanche, moi, alors après, c'est mon analyse de ce que moi j'ai observé, de ce que je fréquente. Je trouve que les gens viennent nous voir, alors d'une part, trop tard, pour être très clair. Venez nous voir plus tôt, quand ça va bien. Mais c'est quand très tard? Trop tard, c'est quand ils arrivent à avoir des problèmes qui sont déjà engagés d'une façon telle qu'ils ont besoin d'un engagement thérapeutique qui est dur à trouver et à mettre en place. Par exemple? Vous allez avoir des gens qui sont incapables de travailler, qui sont en crise d'angoisse ou de dépression extrêmement profonde, qui peuvent avoir des crises de déréalisation, qui vont être ce qu'on appelle dans l'hypervigilance, pour ne pas dire la paranoïa, qui vont avoir perdu beaucoup, qui sont dans un état de détresse qui est très avancé, qui sont obligés de consommer tout le temps, qui sont obligés de consommer alors qu'ils n'ont pas envie, qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Enfin bref, ça va pas. C'est assez clair. Voilà. Okay. Le vrai critère, pour moi, de gens qui vont se mettre à plonger dans le chemsex, c'est paradoxalement le changement de vie, en bon ou en mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une phase de sa vie où il va devoir passer un cap, que ce soit l'âge, que ce soit la profession, que ce soit l'étude, que ce soit le milieu, la famille, le pays, il y a toujours un moment où il faut faire un saut qu'on n'a pas envie de faire tout seul. Et du coup, les produits arrivent là comme ça, comme une espèce de remède, de clé, pour accéder à quelque chose qui, a priori, nous paraît dur à avoir. Et ça va du truc micro, l'accès à la sexualité gay, au truc macro, je m'installe dans un pays pour refaire ma vie. Mais moi, je constate ça. Dans ce que je vois beaucoup ça. Je vois que le chemsex s'installe à un moment où la personne doit passer un cap. De ce fait, on a beaucoup de très jeunes et on a beaucoup de vieux. Ça peut vous paraître bizarre, mais le nombre de gens qui commencent à prendre des produits à l'âge de 60 ans, 50 ans, on en a un gros paquet. Et c'est très dur. Parce que le changement qu'ils ont, eux, dans ce truc-là, c'est pas l'entrée dans la vie sexuelle, c'est la sortie de la vie sexuelle. C'est une autre affaire. Donc on a beaucoup de situations comme ça. Et puis aussi peut-être le fait notamment des personnes séropositives. Évidemment. Parce que, enfin, évidemment. Je parle sous ton contrôle, hein, mais il y a énormément, on parle souvent à peu près 30% de consommateurs qui seraient des personnes séropositives et qui montrent ce qu'on a pu aussi rater, parce que pour une personne séropositive en 2025, sachant qu'une personne séropositive sous traitement ne peut plus infecter, donc elle devrait pouvoir avoir une vie amoureuse et sexuelle classique. Malheureusement, on voit, et même au sein de la communauté gay, un rejet des personnes séropositives alors qu'ils connaissent ces éléments-là. Et il faut aussi comprendre, c'est que ils n'ont parfois plus s'ils veulent même, parce que parfois on va dans des soirées chemsex juste pour avoir de l'affection. Juste pour, paradoxalement, certains ont presque pas de sexe, prennent des produits, mais ont besoin d'avoir un contact, se toucher, parce qu'ils n'ont plus cette possibilité-là. Et c'est là où on voit quand même un peu ce qu'on a aussi pu rater dans cette société. Et quand on pense, voilà, vous imaginez une personne séropositive justement qu'en plus qui arrive à 60 ans, à un moment extrêmement compliqué de sa vie, parce que oui, la sexualité n'est plus la même que quand on a 20 ans. Ça, c'est une évidence. Et tout ça, c'est pour ça que c'est
aujourd'hui extrêmement important qu'on mette les moyens. On sait aussi que beaucoup des personnes qui pratiquent le chemsex ont subi des problèmes sexuels de violences sexuelles dans leur jeunesse. Donc on voit derrière quand même tout ce qu'il y a. Et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est quand même aujourd'hui plus un phénomène, on ne peut pas classifier ça comme un phénomène de santé publique marginal. Je pense que c'est un phénomène qui est quand même important. Et on a en face pas de vraie réaction des pouvoirs publics. Et en tout cas, on n'a pas une parole publique. On a l'impression qu'ils sont très embarrassés de parler de ce sujet-là, alors qu'il faut le poser. Un problème dont on ne parle pas n'existe pas dans la réalité des choses. Et je pense que c'est un peu ça le problème. Et on ne peut pas laisser les associations seules aujourd'hui, surtout quand on sait la situation de la plupart de ces associations, parce que globalement, la situation des associations VIH qui traitent souvent ce problème-là sont dans des difficultés financières. Hein. Ces jours-ci, tout le monde est en train de le dénoncer. Hein. Vous allez, je crois, devoir déménager aussi du spot, je crois, bientôt. Enfin, bon, je mets les pieds dans le plat. Dans le chat, il y a Rémi. Je voulais pas vous embarrasser, messieurs, mais bon, trop tard. Il y a Rémi Paname dans le chat qui dit: que fait concrètement la mairie de Paris pour aider les associations? Aide, c'est en plein plan social et ferme des centres. Jean-Luc Romero, c'est pour vous. Bon, alors je suis pas là dans la santé, mais on a une réunion dans les jours qui viennent. J'étais encore hier avec la maire de Paris et avec Anne-Claire Boux qui est en charge de ça, puisque on l'a appris nous un peu comme ça. On ne savait pas que c'était à ce point-là. On va rencontrer Aide dans les jours qui viennent. Je crois que la mairie de Paris, dans ce domaine, a toujours montré qu'elle était à côté des associations. Je rappelle que la maire de Paris a lancé, il y a 10 ans, l'appel de Paris pour demandant aux villes de s'engager dans la lutte contre le sida. On a une organisation qui s'appelle Paris sans sida, qui est présidée en plus par un ancien président d'Act Up, une personne séropositive qui est Christophe Marté, et qu'on va prendre parce que pour nous, Aide, qui est un des acteurs majeurs, est dans une situation compliquée. Mais vous savez, vous me disiez tout à l'heure que j'étais président de SIDA Info Service. C'est pas juste ce que je vous fais. Non, mais pour vous dire aussi que malheureusement, cette association qui a 9 lignes, qui dépend de l'État, est dans une situation aussi extrêmement compliquée parce que les crédits d'État sont en train de s'effondrer tous les ans, que l'association d'aide je crois que c'est à peu près 20% de moins tous les ans, comme toutes les autres associations, alors que paradoxalement, il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH, parce que il y a toujours des gens qui s'infectent, et puis ils vivent, et les autres vivent. Moi, ça fait 40 ans que je vis presque 40 ans que je vis avec le VIH. Donc au contraire, il y a des besoins nouveaux, et aujourd'hui, on a l'impression que ce problème est devenu totalement invisible, parce qu'on se dit, bon, ils ont ici... et c'est vrai que si on pense à nos amis du Sud qui risquent d'avoir des problèmes bientôt, on a des traitements, on vit ou on survit pour certains. Mais non, aujourd'hui, il faut vraiment... Parce que quand on parle d'arriver, comme le souhaite l'ONU-SIDA, à la fin de la transmission du VIH en 2030, c'est un objectif qu'on peut avoir, mais pour ça, il faut le nerf de la guerre, il faut de l'argent, et on ne peut pas abandonner les associations. Et croyez bien que ce n'est pas la mairie de Paris qu'on peut reprocher de ne pas être engagée, parce que je crois que et la maire de Paris et un certain nombre d'élus de cette ville sont parmi les élus les plus engagés sur cette question. En tout cas, il faut remercier Rémi Paname d'avoir mis les pieds dans le plat. Mais il a raison. C'est aussi l'occasion peut-être qu'il faut, c'est de bien préciser les rôles des uns et des autres. Effectivement, nous avons besoin de moyens, évidemment, mais ce que nous faisons n'est pas... nous ne substituons pas à d'autres systèmes qui, eux aussi, ont besoin de moyens. On a évoqué tout à l'heure... les violences sexuelles, mais il y a aussi les troubles psychologiques, la santé mentale qui sont très importants. Ce que nous, on constate dans les associations et avec des gens comme nous, parce qu'on les reçoit en amont du médical, en amont du thérapeutique, on constate que le chemsex souvent traduit des situations de vulnérabilité par ailleurs. C'est peut-être ça qui le rend difficile à saisir, c'est qu'en fait, on peut aussi voir le chemsex comme une forme de révélateur ou de thermomètre d'autres problèmes, y compris les problèmes, par exemple, de santé mentale, excessivement fréquents chez les chemsexeurs, ou de passés, plus ou moins récents d'ailleurs, d'agressions sexuelles qui sont très fortement aussi. C'est un sujet qu'il faut aborder et qu'on peut aborder à travers ça. Le harcèlement, vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui ont été harcelés dans l'enfance. Et évidemment, bon, moi c'est un peu mon dada, mais le monde du travail, la vie dans le monde moderne, dans la vie de contemporain est dure, et le chemsex révèle cette dureté aussi. C'est une porte d'entrée qu'on peut le prendre. Et c'est vrai que si nous avons besoin de moyens, c'est pour pouvoir gérer ça en amont du soin. Nous nous plaçons en amont. Un jeune doctorant en médecine a trouvé une formule extraordinaire. Il a dit, c'est le lien avant le soin. Et c'est vraiment là qu'on est. Et c'est vrai que c'est difficile à financer ça mentalement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi notre métier? À quoi on sert? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on sert pas mal à faire ça. C'est-à-dire qu'on accueille la parole de personnes qui sont
en demande de quelque chose, donc ils sont déjà dans une logique d'amélioration, ou alors on va faire émerger cette demande parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on va les aider à formuler et à construire leur parcours de soins. C'est-à-dire que nous pouvons prendre en charge une certaine partie de réduction des risques, d'information, mais surtout d'orientation et après de gestion du soin. On va les accompagner dans leur parcours de soins. Et ça coûte de l'argent aussi. C'est pas seulement la consultation qui coûte de l'argent, c'est aussi les locaux, c'est aussi les salaires, c'est aussi le matériel. Surtout que nous avons besoin de le faire avec sérénité. La sérénité pour la prise en charge du chemsex est un élément fondamental. Certains vont dire confort, ou vont dire cosy, ou je sais pas quoi, mais le truc, c'est la sérénité. Nous devons être au calme pour faire ça, avec des gens qui sont souvent dans des situations difficiles. Donc, c'est là que l'enjeu se passe, et c'est là qu'il est un peu compliqué aussi à voir. Mais oui, effectivement, nous allons être contraints de déménager dans un endroit qui peut être bien, mais il faut travailler pour qu'il soit bien. Et nous avons besoin, évidemment, de pouvoir tenir au moins à ce que nous sommes. C'est clair. Question de Sergio, très pratico-pratique, mais on va pas y répondre exactement parce que ça serait pas le rôle d'une chaîne nationale d'information généraliste qui demande quels sont les coûts de ces produits. C'est abordable. Comment ils sont déterminés par des personnes qui ne veulent pas du bien aux consommateurs? Ce sont les dealers qui font une très grosse marge dessus. Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Volca qui dit parler de chemsex, est-ce que c'est pas La question est un peu provoque, mais elle n'est pas inintéressante. Aucune question qui est inintéressante, bien entendu, surtout celle de Volca. Salut Volca, parler de chemsex, est-ce que c'est pas trier un peu les malades par rapport à la toxicomanie? Est-ce que le chemsex est une toxicomanie? Ah, wow 2 heures, messieurs. 2 heures, en 2 minutes. On va pas avoir notre bac, là. Non, le chemsex n'est pas forcément une toxicomanie. Le mot toxicomanie, d'ailleurs, est le sujet à caution. Alors, si moi je traduirais, est-ce qu'il y a c'est un peu un mot de l'ancien temps. Non, mais je chantons la discussion ou le débat autour de ça et allons droit au but, comme a dit l'autre. On va plutôt dire que le chemsex peut mener à des problèmes. Il y a des problématiques liées au chemsex, il y a des usages problématiques de chemsex, mais il y a beaucoup de gens qui ont des expériences de sexe avec des chems, qui vont très bien, merci, et qui iront très bien, merci, tout le temps. Ou alors ils auront des mauvaises descentes. Ils vont avoir peut-être quelques mauvaises aventures, ils vont faire des trucs pas, mais ça va pas les gêner plus que ça. Ça c'est le gros du truc. C'est pas cela ça nous intéresse beaucoup, dans la mesure où on voudrait les empêcher de glisser vers les problèmes. Encore une fois, mais il y a évidemment un usage problématique des chems, et c'est celui qui nous intéresse quand on veut le traiter. Et moi, ce qui m'ennuie là, en dépassant la question du chem, c'est vraiment la question des addictions. On est dans un pays où on a le plus d'addictions et on est incapable. L'addiction est une maladie. Hein, ouais, mais on est incapable. On a des addictions à plein de choses. Hein. Et il y a plein de gens qui doivent nous regarder, qui sont addicts à des tas de médicaments, etc., et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi, d'une certaine manière, des usagers de drogue. L'alcool aussi, voilà, et l'alcool, évidemment, qui est totalement tabou dedans. Et c'est quand même assez incroyable qu'en France, on est incapable d'avoir un débat là-dessus. Sur le seul débat qu'on peut avoir, c'est concernant le cannabis, où on a un discours exclusivement répressif, qui n'est absolument pas compréhensible pour la plupart des personnes. Vous savez, quand vous avez un petit jeune qui se fume un joint une fois de temps en temps, alors on le dit, hein, quand on a 14 ans qu'on fume 10 joints par jour, c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon pour le... etc. Mais comment voulez-vous qu'il comprenne quand il voit, par exemple, son père qui va se boire sa bouteille de whisky, va peut-être être violent aussi, et puis on lui dit, toi, t'es un toxicomane, t'es un usager de drogue, se faire presque engueuler aussi par son père là-dessus, ils ne comprennent plus. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un vrai débat, parce qu'il ne peut plus y avoir une hiérarchie entre tous ces produits. L'alcool, enfin, il y avait quand même eu des rapports, je me souviens, le rapport Rock, qui avait quand même été extrêmement intéressant, qui mettait dans les produits les plus addictifs, il y avait 3 catégories de produits. Le premier, c'était l'alcool et l'héroïne. Et le dernier, la 3e catégorie, c'était le cannabis, et dans lequel on analysait non seulement les effets sur la santé, mais les effets aussi sur la société. Et donc, tant qu'on n'aura pas un vrai débat là-dessus, qu'on ne sortira pas de l'hystérie qu'il y a chez certains responsables politiques autour de la question, notamment du cannabis, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une discussion sérieuse autour de ces questions-là? Enfin, c'est pas possible. On peut pas, dans un pays qui est un des plus grands consommateurs de cannabis, de médicaments psychoactifs,
proactif, etc. Continuer comme ça et s'étonner après de la situation dans laquelle on est. Et il faut un problème global, comme il faudra aussi penser, on n'en parle jamais, mais moi je le vois parce que je suis très frappé, et en plus quelques jours j'ai rencontré un jeune garçon qui a perdu son compagnon après une soirée chemsex, et ils sont comme ça une dizaine de familles, etc., qui ont décidé de créer aussi une association pour les proches. Parce que on oublie aussi qu'il y a autour de ces usagers des proches qui aujourd'hui sont complètement abandonnés. Il n'y a pas de place pour recevoir, pour s'occuper de toutes les personnes qui sont en demande, et les proches sont aujourd'hui totalement abandonnés, alors qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est pas facile d'être en couple, de naître un non-consommateur, vivant avec un consommateur qui, pour se comprendre les uns les autres, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'endroits où on peut se retrouver, et il n'y a pas de prise en charge de ces proches qui sont aujourd'hui dans des situations totalement désespérées. À l'automne dernier, le FDT a publié une note à laquelle tu as contribué, Tim, il me semble. Ça s'appelle... Alors, il y a peut-être une plus récente, mais je ne pense pas. C'était à l'automne... Non, c'est là. L'automne dernier, donc 2020. Là, il y a une note de l'EFDT sur 15 ans de chemsex d'entraînement. C'est ça, donc c'était... Voilà. Ça s'appelle Chemsex, retour sur 15 ans d'usage de drogue en contexte sexuel. Ça se trouve dans le chat, si Jérém veut bien le mettre, ou sur le site de l'OFDT. L'étude évoque des passages rapides à l'injection pour des utilisateurs récents. Est-ce que tu as observé ça dans tes suivis ? Et comment on pourrait mettre en place une prévention spécifique pour limiter ce glissement ? Et puis pourquoi ça glisse comme ça ? Enfin, avant, le truc diabolique, c'était quand même l'injection. C'est toujours le truc pour quelqu'un qui est né en 1985 comme moi, l'injection, c'est le diable. Oui. Autour de moi, j'ai pas l'impression que ce soit... Le fait que ce soit diabolique doit nous interpeller, finalement, parce que on crée peut-être aussi une surpanique sur quelque chose qui est déjà inquiétant. C'est difficile de dire... de quantifier les choses. Si on met ça dans la note, c'est parce que au fur et à mesure, on a très rapidement vu... Enfin, d'abord, il faut être clair, c'est évidemment l'injection, ce qu'on appelle le slam dans le contexte du chemsex, qui a choqué, qui a interpellé, et qui a signifié qu'il y avait quelque chose plus que les autres produits, les autres modes de consommation. Donc on a un focus là-dessus assez permanent. Il est tout à fait exact qu'on rencontre... Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui entrent dans l'usage de produits, non pas par le pétard quand ils sont ados, mais par l'injection quand ils sont à la retraite. Ça peut vous faire rire, ou c'est dramatique, mais c'est vrai, il y a beaucoup de ça. Et les raisons pour lesquelles on va faire ça, elles sont extrêmement mystérieuses et personnelles. Donc je ne pense pas qu'on puisse donner un pattern très solide, si ce n'est de dire qu'effectivement, ça arrive, et moi, je suis un petit peu en interrogation par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si... il faut vraiment l'exceptionnaliser, c'est-à-dire le prendre comme quelque chose de tout à fait significatif, ou au contraire, essayer de, pas le banaliser, mais en tout cas de le rendre plus... pas le principal important, en fait, et plutôt regarder ce que font les gens, pourquoi ils le font, quel sens ils donnent à ça, et voir comment on peut faire pour qu'ils le fassent sans danger, ou avec le moins de danger possible, voire qu'ils arrêtent de le faire. Il est vrai que parmi les slammeurs, ce type d'injection, enfin de consommation par injection, est extrêmement délétère. Les gens s'abîment très vite, les produits ne sont pas de bonne qualité, donc usent les veines. La fameuse 3 ou la fameuse 2 sont des produits qui sont peu puissants, donc ils répètent des injections. On voit des gens qui se blessent à des niveaux absolument incroyables, et c'est vrai que ça provoque effectivement une immense inquiétude, un immense problème. Oui, parce que là, c'est pas les mêmes publics que les héroïnomanes des années 80. Non, ça qu'on avait comme image du diable, c'était ça. Oui, non, mais en les spots publicitaires. Mais pour les héroïnomanes, il y avait aussi la culture de l'injection. Là aussi, on peut avoir ça. Pas tant que ça, parce qu'on en a quand même qui ont, parce que c'est vrai que c'est en s'injectant, évidemment, le produit est beaucoup plus fort. Donc des gens qui n'ont pas forcément connu, qui ne connaissent pas la réduction des risques, qui n'ont pas forcément eu accès, évidemment, à tout le matériel. C'est pour ça qu'on passe notre temps à dire, surtout, voilà, qui savent pas, et je crois, et vous l'organisez maintenant en organisant des sessions pour permettre aux gens d'apprendre à se... On ne fait pas encore. Certaines associations le font. Oui, nous on peut le faire, mais certaines associations le font, et je crois que c'est important. Écoutez, la réduction des risques, ça peut peut-être déplaire à des gens, mais à partir du moment où les gens s'injectent, autant leur apprendre à bien s'injecter pour éviter qu'ils aient des abcès, etc. Et là, on a quand même des publics
enfin qui pour moi je les trouve quand même un peu différents des publics héroïnomanes, Oui. qui eux, il y avait quand même une vraie culture autour de l'injection, et ils étaient peut-être un peu plus habitués à le faire. Et d'ailleurs, on a vu que, par exemple, dans la diffusion de la pratique a fait naturellement aussi. Pour le sida, ils ont été d'une responsabilité incroyable. Je rappelle quand même que les héroïnomanes des années 80-90, ils étaient 25% des cas de sida au début des années 90, que quand on leur a donné tous les moyens pour s'injecter proprement, c'est-à-dire les échanges de seringues généralisés, etc., la substitution et tout ça, ils sont aujourd'hui moins de, alors c'est pas tout à fait comparable, mais quand même moins de 2% des nouvelles infections au VIH. Donc ça veut dire que quand on donne aux gens... et là, on voit bien que par rapport à ce public, en plus, beaucoup de ces soirées sont faites dans des appartements privés, donc où l'accès à la prévention est pas toujours très, très, très facile. Il faut vraiment que dans ce domaine, on redonne toutes ces bases, on redonne les moyens, on voit comment on fait pour que, hors de Paris, parce qu'à Paris, on peut trouver beaucoup de choses, on peut tester les produits, mais comment on fait quand on habite... Moi, je suis originaire de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Comment on fait quand on habite à Béthune, dans le Pas-de-Calais? Je suis désolé, c'est un vrai problème. Comment? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à Béthune. Je crois que les outils de la RDR aujourd'hui qu'on distribue ou qu'on applique pour les slammers, pour les injecteurs en contexte sexuel, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a donnés pour les héroïnomanes dans les années 90. Donc la question qu'on se pose et qui doit nous faire réfléchir, c'est pourquoi ce qui a été mis en place et qui a fonctionné pour une population d'injecteurs en 90 ne fonctionne plus de la même façon pour une population d'injecteurs en 2020. Alors que cette population de 2020 est considérée comme étant plus socialisée, ou moins à côté de la plaque, ou moins hors société que les injecteurs des années 90. Alors peut-être dispose de l'information sur Internet, il y a peut-être un fait communautaire, mais je trouve que culturel aussi, non? Oui, culturel, mais ça nous oblige constamment justement à recalibrer nos actions, à réfléchir, à essayer d'autres choses et à passer autrement le message. Ça demande beaucoup de moyens aussi, j'insiste encore un petit peu là-dessus. Ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de chances de se tromper. C'est pas forcément facile de dire ça, mais nous avons besoin de pouvoir échouer, de pouvoir rater des trucs, sinon ça marche pas. Au final, on a ce truc contre-intuitif avec les slammers qu'ils savent que souvent, il faut leur apprendre à bien s'injecter pour les amener sur le chemin de l'abandon de l'injection. Et pour ça, il y a des gens qui sont très très bien formés et très bons pour ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et moi, très fréquemment, quand quelqu'un injecte, même s'il dit qu'il n'a pas de problème, ou même surtout s'il me dit qu'il veut arrêter et en sortir, parce que j'ai trop entendu le discours « je veux sortir » et puis finalement j'y arrive pas, j'ai tendance à les orienter vers de telles personnes, vers des infirmiers spécialisés, qui vont leur apprendre à bien faire, et en le faisant, vont leur apprendre tous les mécanismes, ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Et à partir de là, on travaille vers une sortie. Ça marche, ça peut marcher, c'est long, il faut être patient, et en même temps, c'est passionnant. C'est reprendre possession de son corps. Oui, c'est ça. Il y a énormément de choses. Dans la note de l'FDT, on explique aussi que le chemsex à distance, c'est les plans cam en gros, présente des avantages de contrôle, mais aussi des risques, celui de la surdose solitaire, l'overdose au sol, la compulsivité. Comment on accompagne spécifiquement, ou peut-être d'ailleurs qu'on les accompagne pas spécifiquement, les usagers des cam chemsexeurs? Alors ça, c'est quelque chose que on repère assez facilement dans une étude ethnographique, par exemple, parce qu'on fait des entretiens longs et dans ce cas-là, on peut avoir des discussions et donc on apprend les choses. Dans le soin, c'est quelque chose qui se dévoile plus difficilement. Mais cela dit, c'est une réalité. Et quelquefois, c'est une réalité un petit peu compliquée parce que vous pouvez avoir des gens qui vont être présents sur des réseaux de rencontres ou présents sur des réseaux de relations, qui vont passer en visio ou pas forcément systématiquement, pas forcément d'une façon très conscientisée, on va dire. Ce qui fait que beaucoup de gens qui sont dans des réseaux comme ça sont presque un petit peu les Monsieur Jourdain de ça. Ils ne savent pas qu'ils sont dessus. Ils savent pas qu'ils font partie d'un groupe qui se réunit, machin. Ils se retrouvent là-dedans et c'est un petit peu saisissant. Et puis ça devient une habitude, et puis ça devient une façon de, effectivement, ne pas sortir de chez soi. Quand on est très défoncé, ça fait du bien aussi. Quelquefois, ça permet d'éviter la rencontre avec l'autre, parce que très souvent, on a des mauvaises expériences, et ça joue aussi. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup ce réseau parallèle qui est à la fois très toxique, parce qu'il est très obsessionnel. Ça utilise des canaux très particuliers. Le Covid a monumentalement augmenté ce genre de pratique parce que tout se faisait en visio. Voilà. Mais pour certaines personnes, effectivement, c'est un moyen compliqué de se protéger, même si c'est une fausse protection. Mais oui, ça existe, effectivement. Le FDT parle par ailleurs de contrôle des modalités d'usage
Donc c'est s'interdire l'injection, limiter la fréquence. Dans un suivi, Jean-Luc Romero, vous pouvez aussi répondre. Hein. Je m'adresse à Tim parce que c'est le FDT. Mais vous êtes un peu le FDT aussi, allez, d'une certaine manière. Non. Donc le FDT parle de contrôle des modalités d'usage. Dans un suivi, comment on travaille ce concept de contrôle avec des personnes en situation de dépendance ou en perte de repère? 3 heures, Tim Médesclair. Vieille question. Tu m'as dit oui, 1 heure, ça va peut-être être long. Oui, j'ai pas de questions, j'ai préparé 60 questions. Il y a beaucoup de la notion de contrôle. Alors, je parle un peu en mon nom et mon expérience. Okay, j'ai donné un exemple. Une fois, j'ai un jeune homme qui est venu me voir et qui était très paniqué parce que il avait des expériences qui le mettaient en détresse. Il avait honte, il avait peur, il n'était pas fier, et ça lui faisait du mal. Et alors, dans la discussion, en fait, il faisait ça tous les 2 mois. Donc moi, tous les 2 mois, je le regarde comme ça et je dis bon. Et en fait, dans les 2 mois, il le fait, il se sent mal après, pendant 1 semaine, et puis après, il y a 3 semaines où hop, il est sorti de là, il n'y pense plus. Puis au bout donc de 3 semaines, 1 mois, clac, il se met à y repenser. Il se retient, puisqu'il a honte, il se souvient que c'était pas bien, tout ça. Donc il se retient. Et au bout de 1 mois après ça, clac, il reconsomme. Donc grosso modo, effectivement, il a une consommation tous les 2 mois, donc on pourrait se dire, bon, c'est pas très grave. Mais en fait, il a une occupation mentale qui est de la moitié de son temps. 1 mois sur 2, c'est la moitié de son temps. Voilà. Donc il est en fait effectivement hors contrôle, parce qu'il n'arrive pas à s'empêcher de faire ça. Il est malheureux, mais il n'arrive pas à s'empêcher. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup resitué pour jouer sur la représentation de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que ce qui est très difficile et contre-intuitif aussi, encore une fois, c'est de dire à quelqu'un que quelquefois la part de son problème la plus importante, c'est pas ce qu'il fait, c'est l'image qu'il a de ce qu'il fait. Et arriver à faire le tri entre ce qu'il fait qui est objectivement dangereux, nous avons les critères, et ce qui en fait relève de lui, son état d'esprit, ou de son état de là où il en est, et qui n'est pas forcément si grave que ça. On peut assumer de rater quelque chose, on peut assumer d'avoir un plan qui finit mal, on peut assumer de ne pas s'aimer, on peut assumer de ne pas rencontrer qui on veut, et de faire ce qu'on fait. Tant que ça n'a pas les conséquences négatives, c'est pour ça que nous pensons beaucoup aux conséquences négatives sur la santé, évidemment, sur la santé psychique, sur le relationnel énormément, sur l'argent, sur les trucs très bêtes en fait, hein, sur la nourriture, sur la façon de s'habiller, sur ce qu'on veut. Donc le contrôle, il est là. Il est pas mal aussi sur comment les gens se perçoivent et est-ce que ce qu'ils font est en accord avec leurs valeurs. Demain, je suis ministre de la Santé, donc de l'économie et des finances aussi par la même. J'ai un super portefeuille et je vous nomme tous les 2 ministres délégués à la prévention du risque chemsex. Et puis bien sûr, je vous charge de m'écrire un texte qui va être voté et adopté après par le Parlement. Vous mettez quoi dedans, Jean-Luc Romero? Bah, écoutez, moi, je n'ai rien inventé. Hein. Il y a un rapport qui a été fait, qui a été travaillé avec de nombreux militants associatifs, dont... Parce que c'était le précédent ministre de la Santé qui s'était engagé à présenter en septembre un plan chemsex. Oui, mais en plus, il avait renvoyé... Oui, tout à fait. Avec une mission confiée au professeur Benyamina. D'abord, il faut savoir que Benyamina a rendu un rapport il y a 3 ans, qui était dans les tiroirs des ministres, des nombreux ministres de la Santé successifs qui n'ont rien fait. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Celui-ci, il y a eu une proposition de résolution de Brigitte Lizaud qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, même si l'extrême droite ne l'a pas adopté pour les mêmes raisons que la gauche, par exemple. Mais en tout cas, il a été adopté. Et donc, en septembre, il devait sortir un plan. Alors, ce n'est pas un plan qu'il a sorti. Il a redonné une nouvelle mission au professeur Benyamina pour mettre en musique les propositions qu'il avait faites. Bon, la première, c'est évidemment une étude épidémiologique pour connaître réellement la situation dans laquelle on est. La deuxième, c'est évidemment des moyens. Parce que comment vous voulez faire un plan dans lequel vous devez faire de l'information, de la prévention et du soin s'il n'y a pas d'argent? Et aujourd'hui, c'est quand même un peu le problème quand on voit d'ailleurs le budget qui vient de nous être présenté sur les questions de prévention. On est toujours dans le déni en France de la prévention puisque les moyens ne sont pas à la hauteur. Et il faut évidemment utiliser les associations qui sur le terrain ont fait ce travail aujourd'hui qui est quand même tout à fait remarquable. Et donner tous les moyens. Alors, tous les moyens, ça veut dire les moyens d'information sur plein de choses. Je vois, par exemple, la PrEP, la promotion de la PrEP. On a beaucoup progressé ces dernières années, mais on sait qu'on a encore, malheureusement, des marges des marges de progression et on sait à quel point notamment auprès des personnes qui pratiquent le chemsex c'est important parce que c'est si en plus ils s'infectent au VIH, ils s'infectent aux IST, là ça devient un peu la totale. Bon, on sait que énormément de ces pratiquants heureusement sont sous PrEP ou
quand on évoquait tout à l'heure qu'il y a évidemment beaucoup de personnes séropositives qui ne peuvent pas infecter puisque elles n'ont pas de charge virale, il faut aussi là massivement aller plus loin sur l'après pour d'autres aussi publics. Là, je dépasse le chemsex, je pense pour les personnes d'origine étrangère, chez les femmes, etc., chez lesquelles on a quand même énormément de retard. Donc vous voyez, là, il faut toutes ces campagnes, tout généraliser le testing en France, parce que ça ne peut pas se passer que dans quelques grandes villes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup des produits ne correspondent pas. D'abord, Tim l'a bien rappelé, la 3-MMC n'existe plus dans la réalité des choses. Tout le monde dit, je prends de la 3, mais c'est pas de la 3. Et donc, on a besoin, évidemment, de tout ça. Je pense qu'il y a une question de moyens, et il y a une question aussi de poser la question, mais je le dis moi aussi, pour moi, c'est pas seulement la question du chemsex. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie dans notre pays du débat global sur toutes les addictions. Et avoir enfin une vraie politique de santé publique, parce que vous remarquerez que quand on parle du chemsex, ou quand on parle des autres faits divers autour de drogue, etc., on n'entend que des ministres de l'Intérieur. Que des ministres de l'Intérieur. Quand vous évoquiez par exemple l'affaire Palmade, l'affaire d'un parlementaire, etc., qu'on ne va pas citer, qui a-t-on entendu? Des ministres de l'Intérieur pour, en plus, encore plus incriminer. Le ministre de Mais la Répression. où sont les ministres de la Santé? Où sont les ministres de la Santé? Qu'on fasse une politique contre, évidemment, les grands trafiquants, les trucs, etc. Mais on ne parle pas dans notre pays de la politique d'une politique de santé publique sur les addictions. Je prendrais pour le préambule, Jean-Luc Romero, pour ma loi. Et toi, Tim, si tu dois rajouter 3 choses à ce qu'a dit Jean-Luc. Trois propositions d'ordonnance très concrètes. Je vais parler pour ma paroisse. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître mieux l'accompagnement communautaire. Il faut vraiment articuler bien, prendre au sérieux ce qu'on fait, parce que c'est un accès aux soins facilité et parce que c'est l'évitement d'aller jusqu'aux soins si on prend les gens à temps. Et ça, je pense qu'on peut le faire. La force du communautaire est très puissante. Nous avons un programme qui réunit des gens en difficulté et nous les amenons à faire groupe, en fait. Et les résultats sont non seulement très émouvants, mais surtout très percutants. Qu'est-ce que j'aurais tendance à préconiser? Moi, je crois que effectivement, il faut regarder ce à quoi mène, enfin, qu'est-ce qui est corrélé au chemsex, se décoller de la notion de sexe et la notion de chems, et regarder autour ce qu'il y a. Et il y a souvent des problèmes de précarité, il y a souvent des problèmes de trauma, il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de violence sexuelle, il y a des problèmes de VIH, évidemment, il y a des problèmes de migration. Il y a des problèmes de désespoir. Donc, c'est ces choses-là, en fait. Il faudrait peut-être trouver un moyen que ce qu'on voit parmi les chemsexeurs alerte sur ce qui se passe à l'extérieur de ça. Au travail, dans la famille, dans la santé. Donc, je ne sais pas comment. Il y aurait peut-être un observatoire de la société à faire le chemsex, mais c'est très créer un comité. Peut-être pour finir, on entre en accompagnement si on est volontaire pour se faire accompagner. Le rapport de l'OFDT note que c'est un passage important de mon point de vue. Le rapport à la sexualité peut profondément être altéré. Certaines personnes ne conçoivent plus de rapport sans produit, avec une peur de sexualité fade, sans drogue. Comment on accompagne cette redéfinition de la sexualité après le chemsex? Le retour. C'est le retour, en fait. C'est la fin. Ou le début, ça dépend. Alors ça, c'est un petit peu aussi moi qui le vois comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment poser la question de l'intérêt qu'on a à la sexualité tout court. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une société de stress libidinal, on va dire. C'est-à-dire qu'on pousse les gens, il faut qu'on ait une sexualité épanouie, il faut absolument avoir... Enfin, il y a une sorte de performance, de performativité de la sexualité. Je pense que c'est ça qu'il faut interroger en premier lieu. Ça n'est pas grave si on n'a pas de relations sexuelles toutes les semaines avec 10 personnes. On peut survivre à ça. Et c'est important de signaler ça, de dédramatiser très fortement. Après, il y a la définition de la sexualité. Qu'est-ce que c'est? C'est pas que papa dans maman, c'est pas forcément que génital, c'est pas forcément que un rapport qu'on a bucco-génital ou je sais pas quoi. Quelquefois, un rapport de sensualité ou un rapport d'amitié très forte peut avoir une connotation sexuelle sans que ce soit engageant. Donc, moi, ce que je constate, c'est que très souvent, les gens qui sortent du chemsex, ils retrouvent une sexualité, elle est très différente. Ils vont chercher autre chose, ils vont trouver autre chose. D'autres non, d'autres prennent leur truc parfaitement bien, mais ça dépend, donc il n'y a pas de règle. Peut-être que c'est ça la dernière règle, il n'y en a pas. 18h58, passé de 53 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter, messieurs, mais c'est l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite. Jean-Luc Romero-Michel.
La suite, voilà, moi j'ai dit tout à l'heure, ayons enfin un grand débat dans ce pays. Et puis derrière, voilà, ce sont des femmes et des hommes qui ont aujourd'hui, pour beaucoup, besoin d'être aidés. Et puis pensons que derrière, voilà, il y a peut-être ce manque d'amour qu'on a dans la société, parce que c'est aussi ça. On a besoin d'amour et on sent que certains ont eu du mal. Quand j'évoquais tout à l'heure les personnes séropositives, n'ayez pas peur de tomber amoureux d'une personne séropositive, si je peux terminer là-dessus. Tim Moi, je Malesclerc, pense le mot de la voudrais fin, le mot de qu'on- la suite. Ouais, je voudrais qu'on prenne au sérieux ce que disent les personnes qui sont en difficulté comme sexe ou en autre difficulté, qu'on les prenne vraiment au sérieux et qu'on écoute ce qu'elles disent en les prenant vraiment au premier degré. Si c'est dans ce qu'elles racontent qu'on perçoit ce qui est de plus violent et de plus difficile dans la société, et c'est donc là qu'il faut intervenir. Ce sont des pas, j'ai pas les lanceurs d'alerte, mais en tout cas, ce sont forcément des aiguillons, ça nous dit forcément quelque chose sur ce que nous devons changer. Je laisse le dernier mot à Volca dans le chat. Salut Volca, merci de nous avoir suivis depuis le début, qui nous dit, qui se veut poète. La sexualité, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont honte après une masturbation. Alors, ajoutez à ça plein d'autres facteurs tabous. On n'en voit jamais le bout. 19h passé de 12 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci Jean-Luc Romero-Michel. Merci Tim Malesclerc. Merci pour vos expertises, vos témoignages. Merci à Stéphanie au visuel. Merci à Jérém à la modé. À la régie, la réal, le son, le pixel, le cadre, l'image. Sylvain, Pascal, Hélène, Raphaël, Arthur. Merci, chers amis, pour ces 2 belles heures ensemble. Pour celles et ceux dans le chat notamment qui ont raté le début, votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante, qui vous voulez, vous nous retrouvez en replay sur Twitch, sur YouTube, sur le site et sur l'appli de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, mais vous savez, bien entendu. Pour celles et ceux qui préfèrent le son de la Maison de la Radio et de la musique, qui est un service public gratuit, le podcast est dispo dans quelques minutes sur l'appli de Radio France et sur franceinfo.fr. Nous, on se retrouve déjà jeudi prochain, pas vraiment de bonne heure, mais certainement de très bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.